Bonjour à tous et bienvenue dans cette semaine d'encre et de bulle où nous allons parler des critiques VO et VF de ce qu'on a lu cette semaine. Et donc, avec moi pour présenter ces comics, on retrouve de nouveau Isoka Parker. Salut Isoka. Salut tout le monde. On retrouve à nouveau Julien. Salut Julien. Hello. Ça va? Ça va. Et Léna. Salut Léna. Salut. Alors, on a un petit sommaire avec 4 issues, 4 comics VF lus cette semaine. On a une semaine plutôt orientée Marvel malgré tout, avec l'univers Ultimate qui est arrivé en France et qui continue en VO. Donc, on va vous parler un petit peu des deux côtés de la frontière, mais aussi de l'indé avec le dernier Tom King dont on parlait il y a quelques temps avec Helen of Windorn. Le dernier Batman, savoir si est-ce que c'est encore une purge comme le précédent arc ou pas, mais ça ce sera Isoka qui nous en parlera. Et on aura aussi, que je dis pas de bêtises, le Spectacular Spider-Man, donc ça c'est bon, on en avait parlé, c'est du Marvel. En VF, on va avoir Vicious Circle dont on va parler. Léna nous présentera les 2 premiers tomes du comics de Mattson Tomlin et j'ai oublié le dessinateur. Liber Mero. Merci. Oui, comment l'oublier en plus. Honte à moi. Julien nous parlera de la dernière intégrale sortie d'Iron Man qui se penche sur la suite, si je dis pas de bêtises, du run de Michelini et... C'est ça, Edleton, la fin de ce run. Thématique gros robot, hein, vous l'aurez compris. On ira dans un parc d'attractions plutôt étrange avec Isoka. Et ben moi, je vous parlerai d'un de mes auteurs fétiches, Jonathan Hickman, avec Ultimate Invasion. Et on commence tout de suite avec les reviews des issues VO. Et on commence par toi, Léna, du coup, avec la lecture de la semaine qui est Helen of Windorn. C'est ça, donc qui est sorti chez Dark Horse. Et donc, comme tu l'as dit un peu dans le sommaire, donc c'est Tom King qui est au scénario. Et au dessin, on retrouve Bilky Silvely. Et donc, de quoi est-ce que ça parle? Et on fait la connaissance d'une femme assez âgée qui s'appelle Lilith et qui va conter une histoire à un jeune homme. Donc, c'est l'histoire de Helen of Windhorn. Et donc, elle raconte que elle était sa gouvernante. Et donc, à la mort du père de Hélène, elle a dû aller la récupérer pour l'amener vivre chez son grand-père, donc dans l'immense demeure de Windhorn. Et donc, elle s'est rendue compte un petit peu que Hélène, c'est pas l'enfant modèle, hein. C'est une jeune femme qui est assez rebelle, qui n'aime pas trop les codes de la société, qui a un plutôt gros penchant pour l'alcool aussi, au passage. Et donc, elle va la ramener dans cette demeure qu'elles vont toutes les deux découvrir. Et on va comprendre qu'il se passe des choses assez étranges sur cette propriété. Mais voilà, je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler, parce que bon, on a une première issue qui est quand même très introductive, hein. On nous présente les différents personnages, donc cette femme âgée qui raconte un petit peu cette histoire, Hélène, donc qui est vraiment la protagoniste principale et qui est assez instable, on pourrait dire, en tout cas, qui vit un peu le deuil de son père qu'elle admirait énormément. Et on découvre les lieux. C'est très verbeux, effectivement, comme est du Tom King, mais moi, personnellement, ça ne m'a pas gêné parce que c'est vraiment le récit s'y prête. C'est quelque chose de très narratif et on découvre cette fameuse immense demeure jusqu'à finir sur un twist de fin qui, pour le coup, moi, m'a accroché. C'est en tout cas ça qui me donne envie d'aller sur la suite parce que c'est vrai que dans cette première issue, il se passe pas énormément de choses. On est vraiment sur la présentation des personnages, on pose les enjeux, la situation initiale, voilà, et c'est vraiment le twist de fin qui va un petit peu accrocher le lecteur et le lancer pour la suite ou qui va nous donner en tout cas envie de lire la prochaine issue. Et pour ce qui est du dessin, par contre, moi j'ai vraiment aimé. Il y a un énorme travail sur les détails. Malgré le fait que ce soit très narratif, on peut prendre le temps de découvrir les pages parce qu'on voit que Bilkis a vraiment prêté de l'attention à tous les détails des cases et ça colle très bien à l'ambiance en tout cas du récit. Donc pour moi, une première issue plutôt validée, mais qui demande quand même de lire la suite pour voir où est-ce qu'on va aller. Parce que bon, moi je crois que Isoké est un peu pareil, j'ai vraiment pas lu de quoi ça parlait avant de me lancer dessus. Et donc je sais pas trop dans quelle direction ça va aller, mais en tout cas pour l'instant ça m'intrigue beaucoup. Ouais, je te rejoins. Écoute, moi, nous c'est pareil. On avait fait nos petites hypothèses
dans l'émission précédente, on se doutait bien qu'il y avait un lien avec le fantastique ou des choses comme ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que la couverture présumait ou supposait. Effectivement, c'est quand même assez verbeux. Il faut savoir que donc c'est Lilith Appleton qui était la gouvernante d'Hélène qui raconte une histoire à quelqu'un qui vient poser des questions et on revient sur cette histoire qui se passe aux alentours des années 40. Donc c'est il y a bien longtemps après. A priori, la personne qui pose des questions à Lilith, il y a des chances qu'elle soit de la même famille qu'Hélène ou etc. Parce que moi, ça va être alors, je trouve ça très beau, mais un des petits reproches que je vais faire au niveau des dessins, moi, c'est les visages. J'ai un petit peu de mal avec le visage. J'ai l'impression que c'est toujours le même patron. C'est-à-dire le même nez, les mêmes lèvres, les mêmes yeux, les mêmes formes de crâne. Mais après, on va changer les couleurs des yeux, moustache ou pas, cheveux, etc. Et du coup, on voit très bien l'affiliation entre Hélène, donc son père, C.J. Cole, je crois, chose comme ça. Ou C.J. Cole, je sais plus. C'était un grand écrivain. Voilà. Selon elle, en tout cas. Comme tu l'as très justement dit, Léna, elle est complètement fan de son père. Et ils attendent effectivement le retour du grand-père, qui ne revient qu'à la fin du mois. Donc, on va voir vraiment cette relation entre la gouvernante et Hélène. Hélène, effectivement, qui a 16 ans et qui, tout ce qui l'intéresse, c'est de picoler du vin et de fumer des clopes, quoi. C'est ça. En somme. La belle vie. Ah, c'est ça. C'est vraiment tout ce qui l'intéresse. Et effectivement, c'est un épisode qui est un peu longué, quand même, je trouve, dans sa mise en œuvre. Il y a effectivement, heureusement qu'il y a ces quelques pages à la fin, parce que tu parles d'un twist, allez, on va dire que c'est un twist sur 4-5 pages, effectivement, qui est là et qui est important. Mais sinon, c'est pas qu'on s'ennuie, mais il faut voir à quel point, en fait, ce tournant va être révélateur. C'est ça. Parce que, effectivement, c'est très verbeux, ça raconte beaucoup de choses, c'est pas mal écrit, hein, c'est plutôt bien écrit, mais on sent pas forcément ce que la narration peut apporter. On comprend bien la nature par rapport en fait au registre de langue utilisé par la gouvernante, etc. Que c'est quelqu'un de bonne famille, que c'est quelqu'un qui en a vu d'autres, etc. Et qui pour elle va juste redresser cette petite gamine qui fait un peu n'importe quoi par rapport à sa phase de deuil, quoi. Et on va voir que ça va un petit peu plus loin que ça, que c'est un petit peu plus subtil que ça, mais je trouve que ça prend un petit peu trop son temps. Même si heureusement que dès l'issue 1, on a quelque chose, on a l'élément perturbateur, on va dire. Mais moi, je l'aurais attendu peut-être un petit peu plus tôt ou quelque chose peut-être par des indices plus parcellaires, je sais pas trop. Mais en tout cas, oui, ça reste très beau. Il y a notamment, je me souviens, Léna, je sais pas si tu te souviens de ça, c'est une splash sur le château, quand on découvre le château. C'est magnifique. Ouais, c'est vraiment, c'est très très beau. Le dessin, moi, m'a beaucoup plu et vraiment, enfin, il y a vraiment, je trouve, un souci du détail qui est assez remarquable, notamment dans les décors. C'est vrai, je te rejoins un petit peu sur les visages, mais tout ce qui est arrière-plan et tout ce qui est décor, voilà, c'est vraiment, on sent que c'est fouillé. Toutes les pièces du château, il y a des petits détails, des petits objets, tout ce qui contribue un petit peu à l'ambiance et au décor. C'est très soigné quand même. La visite est super. Par exemple, la visite guidée du château, elle est vraiment super. On a vraiment l'impression qu'on fait partie des gens qui visitent le château pièce par pièce, presque, ou en tout cas pièce principale par pièce principale. C'est vraiment très bien. On a cette impression de grandeur. On a vraiment l'impression que le château est un personnage à part. C'est ça. Et qui sait, peut-être. C'est pas un spoil, hein, franchement, on n'a pas plus d'informations que ça. Non, on a été bien, on a été évasif, et puis voilà, c'est très joli, c'est quand même intriguant. C'est un petit peu long à se mettre en route, mais c'est très intriguant au final, et la lecture vaut le détour quand même. C'est ça. Vous, ça vous tentait ou pas du tout? Moi, l'équipe créative me tentait parce que même si c'est pas le récit que j'ai préféré sur Supergirl, c'est la même équipe créative que le Woman of Tomorrow. Et j'avais effectivement adoré le trait de Bilky Sevely. En plus, Mateus Lopez aux couleurs, ça vendait un petit peu de rêve aussi. D'ailleurs, on le voit sur la cover, sur les pages, les choix de couleurs sont vraiment très bien trouvés. Et j'ai essayé les 2-3 premières pages et c'est du Tom King. Je suis pas un gros fan de Tom King et j'ai retrouvé la narration très lente où on sait pas où ça veut amener sur Tom King et je vais pas dire que ça m'est tombé des mains parce que je l'ai lu d'une autre façon, mais c'en était pas loin, quoi. T'as fait un lâcher de souris, là. Moi effectivement, j'avais entendu parler de ce titre. J'ai pas testé pour voir. Après, moi, je n'ai pas lu Woman of Tomorrow.
je sais pas, je sais qu'il y a eu beaucoup de bonnes critiques, mais j'avoue que alors, par un autre titre, hein, mais du coup, je vais pas mettre tout dans le même panier, mais je lis un petit peu, je lis le Wonder Woman, et c'est vrai que cet aspect très narration un peu lourde, en tout cas, voilà, je pense que en français, ça passerait sûrement mieux, de mon point de vue. Oui. Après, faut voir. Je tenterai peut-être. Après, c'est vrai que s'il y a vraiment beaucoup trop de texte, je sais que ça va être un peu compliqué pour moi. Parce que j'aime plutôt que ça soit dans. En tout cas, si le texte a peu d'incidence sur ce qui se passe à l'écran, j'ai envie de dire, c'est un peu compliqué. Bah, c'est ça permet juste de mieux comprendre le personnage de la narratrice qui est la gouvernante, c'est tout. Ouais, Mais c'est clair. parfois, il y a beaucoup de choses où on se dit, pourquoi tu nous racontes tout ça? C'est pour favoriser l'immersion. Oui, mais au détriment du rythme, du coup. Ouais, non, c'est clair. Moi, c'est ce qui m'a un petit peu déconcerté. Et au fur et à mesure de ma lecture, j'étais là, ok, on comprend, on connaît les personnages, on commence à comprendre un petit peu la situation. Maintenant, où est-ce qu'on va? À quoi Ouais, ça c'est nous ça. sert de nous raconter tout ça? Parce que on se dit, si elle raconte l'histoire de cette fille, c'est que forcément, il lui est arrivé quelque chose d'important, ou en tout cas, il s'est passé quelque chose qui mérite d'être raconté. Et comme ça met un peu de temps à démarrer, voilà, on se demande où est-ce qu'il veut nous emmener. Et c'est vraiment voilà ce petit twist de fin qui, moi, m'a dit, ah, ok, il y a peut-être un truc un petit peu à creuser de ce côté-là. Attendons de voir la seconde issue pour vraiment se faire une idée sur est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas. Mais c'est vrai que ça peut en dérouter plus un, notamment ceux qui sont peut-être pas ultra à l'aise en VO ou qui aiment pas voilà lire énormément. Ça peut un peu bloquer, je pense. Ouais, alors on est très loin des tout premiers Spider-Man de Stan Lee ou et Ditko, où Stan Lee il remplissait tout l'espace possible par du texte. On n'en est pas là non plus, mais effectivement, c'est quand même très, très verbeux et du peu que j'en ai lu, en tout cas, parce que je peux pas juger sur les 3-4 pages que j'ai dû lire. Mais ouais, il y a du texte et faut aimer lire en anglais, quoi. Donc, recommandation mitigée malgré tout pour tous les deux? Bah, je vais quand même sur la suite. J'irai sur la suite. Oui, moi aussi, j'irai sur la suite. Peut-être que c'est le genre de série où il faudra attendre qu'on en lise un petit peu plus pour vous dire si vraiment ça vaut le coup de se lancer dessus ou pas. Mais c'est vrai que le numéro 2, si il est aussi lent, des choses comme ça, là, je sais pas si je continuerai. Il faut vraiment que le numéro 2 va être déterminant, j'ai envie de dire. Le numéro 2, de toute façon, sort le mois prochain, le 17 avril, et pour l'instant, Dark Horse a confirmé jusqu'à 4 épisodes, dont le 4e sortira le 19 juin. Oui, c'est une série régulière, a priori. C'est pas annoncé comme une mini. Après, ils peuvent revenir sur leur plan, mais c'est pas annoncé comme une mini. Bon, on va venir vers toi, Julien. Et là, on passe sur l'extrême opposé en matière de texte avec le premier numéro d'Ultimate X-Men. En matière de texte et de dessin aussi, hein. Sur, Oui. une assez différente. Alors effectivement, ce titre Ultimate X-Men, qui était sûrement le titre le plus intriguant des annonces qui avaient été faites fin 2023, puisque autant Hickman, Keketo sur Spider-Man, Hill, Caselli sur Black Panther, c'était finalement je dirais pas du convenu, mais des choses qui paraissaient assez logiques. Du pitch Momoko sur du X-Men, déjà à l'époque, tout le monde se posait la question de savoir ce qu'elle allait bien pouvoir nous raconter, cette autrice. Alors, moi, j'étais vraiment en mode full curiosité, surtout que les X-Men, je raconte un petit peu ma vie, mais les X-Men, c'est pas quand même l'équipe qui me fait le plus rêver, quoi. Moi, je suis sur du urbain avec des tisseurs de toile, mais vraiment les X-Men, c'est de par l'immensité de leur univers, j'ai jamais vraiment pu entrer dedans. Donc j'étais assez curieux de voir ce qu'elle allait nous proposer pour le renouveau dans ce nouvel univers Ultimate dont on va parler en VF tout de suite après. Et j'avoue que j'ai été très agréablement surpris. Très agréablement surpris parce que cette histoire, en quelque sorte, il faut pas se leurrer, hein, c'est même pas du spoil. J'avais jamais vu ça chez X-Men. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler d'X-Men sur cette première issue? C'est un peu compliqué. Non. Parce que voilà, on est sur ce personnage qu'on voit à l'écran, dont j'ai noté le Isako Ishiki, que moi je connaissais déjà, du coup, quand on est fan des X-Men, on sait qui c'est. J'y reviendrai tout à l'heure, mais bon. Mauvais élève. Mais voilà, moi je ne connaissais pas. Mais non, c'est mieux de pas connaître, c'est le problème. Et c'est pour ça que j'y reviendrai après. C'est ça. Et du coup, voilà, cette jeune fille revient à l'école pour recevoir son diplôme. On comprend que ça fait un bout de temps qu'elle n'y est pas allée suite à un drame. Le drame est très vite raconté. Son meilleur ami Tsubasa, suite à harcèlement, s'est suicidé.
Donc on est vraiment sur une thématique assez japonaise dans l'esprit et la forme, mais finalement qui peut se rapprocher aussi de certains thèmes des X-Men, la discrimination, le harcèlement, la différence, etc. Même si son ami ne semblait pas présenter de pouvoir. En tout cas, c'est pas encore bien clair, quoique. Il y a quand même quelques éléments qui viennent. Donc, elle vient pour récupérer son diplôme. Et à ce moment-là, on lui dit qu'elle a un rendez-vous, etc., avec un garçon. Donc, elle y va, il y a une espèce d'ombre qui vient la voir, qui vient lui donner un pendentif, cadeau de Tsubasa, et qui lui dit que s'il est mort d'une certaine manière, bah, c'est de sa faute. Donc, parce qu'elle a laissé faire finalement. Et donc, elle dit que non, mais d'une certaine manière, elle se reproche quand même la mort de son ami, et elle va récupérer son pendentif et s'enfuir en vélo. Et ne regardant pas ce qui va se passer, une voiture fonce sur elle, et à ce moment-là, elle a un pouvoir qui semble se déclencher, ce pouvoir d'armure avec ce personnage sous forme de samouraï qui se matérialise, qu'elle ne semble pas contrôler, mais qui va la sauver de cet accident. Elle rentre chez elle assez confuse de ce qui se passe, elle comprend pas ce qui se passe. Nous d'ailleurs, on est aussi un peu perdus parce que on ne sait pas pourquoi, comment, et on est donc sur une ambiance très semi-horrifique. Je dirais pas que c'est l'horrifique parce que l'auteur nous met quelques petits points comme ça qui peuvent paraître un petit peu horrifiques. On voit une scène de pendaison sans la corde qui m'a d'ailleurs assez marqué. Plus des tons qui, au niveau des couleurs, vont changer entre du très coloré vers du gris, noir, quand il y a des choses qui vont se passer. Donc, il y a toute une ambiance. Moi, en fait, ce comics, c'est l'ambiance que ça a dégagé, le fait qu'on aille vraiment à l'opposé de tout ce que je pouvais attendre d'un titre X-Men. Voilà, on n'est pas sur... To me, my X-Men. On est vraiment sur quelque chose, on se dit, mais ils sont où les X-Men? Qu'est-ce qui se passe et où est-ce qu'on va nous amener? Donc, je suis très curieux de voir ce qui va se passer. Pour moi, c'est sûrement le titre le plus original qu'on nous propose sur cet univers. Après, parce qu'au final, un vieux Peter Parker, bah, on l'avait déjà vu d'une certaine manière. Du Black Panther, bah là, pour le coup, certains se demandent s'il y a vraiment une différence avec l'univers 616, tellement ça semble dans la même lignée. Alors que celui-ci, là, franchement, niveau du dessin, niveau de l'ambiance, niveau de ce que ça raconte, bah ouais, je suis intrigué. Mais peut-être que son seul, t'en parleras sûrement Isoka, mais son seul bémol, c'est s'appeler Ultimate X-Men. Ça a pu s'appeler peut-être autre chose. Ça, on pourra le juger sur plusieurs numéros. Ça, à la limite, c'est pas forcément ce qui m'a dérangé, un X-Men sans X-Men. Franchement, c'est pas gênant, surtout sur un numéro 1. Ouais, moi, je suis beaucoup plus mitigé sur cette lecture. Alors, il faut savoir que j'ai lu, évidemment, Ultimate Invasion et Ultimate Universe avant. Ah, du coup, Ultimate Universe, c'est gentil, mais ça spoil, en fait. Donc, le problème, c'est que à la fin d'Ultimate Universe, on nous dit qu'une jeune fille a eu un accident et s'en est sortie indemne. Ah, bah, dommage, c'est la double splash page de ce numéro, dis donc. Et il est pile poil au milieu du numéro. Donc, ça, déjà, j'ai pas compris, Marvel. Faudra qu'ils m'expliquent leur maîtrise du cliffhanger, de la surprise et de la découverte de quelque chose. Donc, déjà, ça, je suis surpris. Ensuite, on me dit, on va raconter l'histoire de Hisako Ishiki. Je fais, ah, Armor! Je connais Armor, moi. Donc, c'est une mutante qui a été créée par Josh Whedon et Josh Casadé dans Astonishing X-Men. Donc, en gros, c'est une mutante qui a une espèce de, comme tu l'as très bien dit, une armure rouge-rose qui va l'envelopper et qui va la protéger, en fait, de dégâts ou qui va combattre à sa place. Le design de l'armure, là, est beaucoup plus orientalisé, et ce qui est une très bonne idée, via un samouraï. Et ça, c'est plutôt super. Moi, j'avais lu du coup Demon Days et Demon Wars un petit peu pour me familiariser avec le dessin de Peach Momoko, qui est un dessin que j'aime beaucoup et je trouve qu'elle a un talent particulier pour justement, et comme tu l'as très justement souligné, Oli, pour installer une ambiance. Voilà, ces espèces de dessin, mi-peinture aquarelle en fond, qui retranscrit très bien l'ambiance japonaise avec un peu cette sakura, ces cerisiers en fleurs, ces portails identifiables, ces monts avec ces petites marches. Enfin, il y a une ambiance qui est vraiment géniale, qui est délicieuse. Mais alors, je trouve qu'en termes de narration, c'est pas terrible. Je trouve que ça raconte pas grand chose, honnêtement. Parce que moi, quand je sais qu'elle s'appelle Armor, qu'elle va avoir l'accident dont elle va sortir indemne, bah finalement, il y a que le rapport avec son deuil, son chagrin, ce qu'elle doit surmonter, et cette espèce de d'esprit yokai qui se manifesterait. Il y a que ça. Et du coup, je me suis franchement ennuyé. J'ai trouvé que c'était assez creux. Ça racontait pas grand-chose. Alors effectivement, ça parle du harcèlement scolaire. J'ai l'impression d'avoir une espèce de premier chapitre de manga, quoi.
on est vraiment dans un univers de Japon. On dit bon voilà, il y a des thématiques d'harcèlement scolaire, d'intolérance, d'abus, et effectivement on va voir comment elle va surmonter tout ça. On a cette amulette qui remplace un petit peu le gène X. Donc a priori c'est même pas un gène X, ce serait via l'amulette qu'elle aurait ces pouvoirs-là. Donc effectivement on comprend pas trop où est la mutanité là-dedans. Le fait qu'il n'y ait pas de X-Men par le professeur Xavier, c'est pas grave. Le côté absence de mutants me surprend un peu. On verra. Mais bon bah. Ouais, j'ai pas été très convaincu. Je me suis dit, bon, ben, il se passe pas grand-chose dans ce numéro. Mais allez, on va laisser plus d'un numéro quand même pour juger une série. Alors, je suis d'accord avec toi qu'il se passe pas grand-chose, mais moi, j'avoue que j'ai dévoré, effectivement, comme un chapitre de manga. Tu pourrais lire les 20 pages d'un chapitre de manga, t'as la même chose. Un chapitre de manga... Ça fait en 5 minutes. Hein. Ça fait en 5 minutes. Dans l'action, on va pas faire... c'est beaucoup moins dense en termes d'avancée de l'histoire qu'un comics normalement. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, j'ai été séduit par cette proposition. Après, je vois bien, effectivement, tu as raison. Rationnellement, si tu me demandes de le résumer, voilà, t'as résumé exactement, ça se tient en 3 mots, quoi. Il y a ce retour, ce deuil, et puis cet accident, et puis point barre, quoi. Mais il y a quelque chose. Et après, j'ai trouvé, alors, du coup, moi, j'ai juste feuilleté Demon Test et Demon's War, mais j'ai trouvé que son style était un peu plus lisible que dans ces 2 œuvres. Peut-être parce qu'elle a moins détaillé les choses aussi, qu'elle a rendu son style un peu plus fluide. Et ce qui est aussi intéressant vis-à-vis de Peach Momoko, c'est que j'ai fait quelques recherches. J'essaie de bosser un petit peu pour l'émission. En fait, je me suis dit, mais ok, bah, je vais regarder Peach Momoko, d'où elle sort finalement, d'où est-ce qu'elle vient. Alors, j'ai pas réussi à trouver son âge. Néanmoins, je sais qu'elle a été éditeur en chef d'un magazine d'Eroguru, qu'elle apprécie bien ce style. Et quand on pense à Eroguru et on se dit ah oui quand même c'est pas trop ce qu'elle nous montre, donc c'est aussi intéressant de voir que finalement elle a un univers assez vaste, qu'elle a commencé finalement à mettre un pied dans les comics en 2015 en participant à certaines conventions, et qu'en 2020 elle a vraiment explosé avec ses covers où elle en faisait près de 20 par mois, et même elle regrette aujourd'hui parce qu'elle dit que ça a été c'était trop de un déferlement tellement important que c'était un peu trop. Elle a d'ailleurs gagné un prix Lesner de la meilleure cover artiste en 2021. Et elle a fait deux graphic novels, Demon Test et Demon's War. Elle a fait d'autres, je crois qu'elle a fait un Marvel Zombie aussi. Elle a fait un numéro aussi dans Dark Vador, Black, White and Blood. And Blood. Red. Red and Red, je crois. Qui était très beau d'ailleurs. Qui était très lyrique, très mélancolique, très poétique, où on peut faire un épisode sur Darvador de cette manière-là. Je suis d'accord avec toi, elle a un ton, elle a quelque chose, elle a une vraie proposition artistique, je suis d'accord. Après, elle explique aussi, parce que j'ai lu son interview dans Comics Blog, que globalement, elle n'a pas appris à faire du comics. On l'a pas drivé, et d'ailleurs, elle est à la fois sur toutes ses œuvres, scénariste et dessinatrice. Il y a personne, elle suit pas les scénarios de quelqu'un. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est une barrière de la langue ou autre, mais c'est vrai que d'une certaine manière, elle va suivre son propre rythme de l'histoire, qui est pas forcément le rythme qu'on peut attendre d'un comics. Je suis d'accord avec toi sur cette partie-là. Après, voilà, on va voir ce qui au cours du premier arc. Je pense que de toute façon, le premier arc, pour la plupart des titres Ultimate, va être quand même assez déterminant pour savoir où ils vont nous amener. Par rapport au spoil, effectivement, avec l'accident, oui, j'avais vu ça aussi. Mais oui, mais sur le coup, comment dire, moi je les avais lus avec un certain temps d'écart. Du coup, c'est vrai que c'était pas, ça m'a paru moins prégnant que le lire à la suite. Ouais, je les ai lus à la suite. Bah, en fait, ouais, c'est ça. Il t'explique donc dans Inokuni, donc alors ils traduisent par Terre de Feu chez Panini, mais c'est Land of the Sun en anglais. Oui. Donc dans le royaume d'Inokuni, on nous explique qu'une jeune fille a survécu miraculeusement à un accident. On nous dit ça juste à la fin. C'est vraiment pour introduire les séries Ultimate, en fait, à la fin d'Ultimate Universe. Avec d'ailleurs, il y avait un petit preview qui était complètement différent, du coup, parce qu'on voyait cette jeune fille, ça m'avait d'ailleurs fait beaucoup rigoler, elle s'arrachait un poil. Et en fait, ce poil se transformait en pendentif et elle extrayait un pendentif, donc un truc un peu horrifique. C'était assez rigolo, mais bon, on retrouve pas du tout ça dans ce premier numéro. Hein. D'ailleurs, c'est marrant, ça. Il y a aussi une petite coutume. Alors, je sais pas si c'était une coutume japonaise dont Peach Momoko parle ou si c'est une coutume qu'elle a inventée. C'était histoire de deuxième bouton, là. Parce qu'en fait, c'est donc une remise de diplôme. Les étudiants, ils y viennent avec leur uniforme. Et donc, il y a un bouton manquant entre le bouton du haut et on va dire le bouton du bas. Et c'est le bouton qui est le plus près du cœur. Donc, il y aurait une tradition, qui dirait que
bah, les garçons offriraient le bouton du milieu aux jeunes filles dont ils sont épris, quoi. Donc, je trouvais que cette histoire était géniale, et elle y est en bonus d'ailleurs, à la fin du numéro, avec 2-3 petits trucs, les porte-bonheur, les petits gris-gris, des choses comme ça. On sent bien que toute cette ambiance, tout cet univers qu'elle a apporté avec elle, Momoko, ça c'est vraiment super chouette. C'est pour ça que je la trouve assez forte pour installer une ambiance. Après, tu vois, je savais pas, Olgi, qu'elle avait pas eu de cours, etc., de storytelling, et ben, ça se voit un petit peu, notamment dans Demon Days, je trouve, hein, où toutes ces scènes d'action, je les trouve illisibles. Moi, personnellement, pour moi, elle sait pas encore dessiner les scènes d'action. Pour moi, hein. Mais, ouais. On après, apprend, on va voir ce qu'elle va nous faire, là, justement, sur ce titre, hein. De toute façon, ouais. Moi, je suis un peu entre vous deux sur ce titre. Alors oui, je suis d'accord, hein, ça se lit très 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 vite. Si Helen Opendorn, on peut mettre une bonne vingtaine de minutes, une demi-heure pour le lire. Là, effectivement, en 5 minutes, c'est plié, quoi. Alors Peach Momoko, moi, j'ai rien lu d'elle. Je connais l'existence de son Demon Days et Demon Wars, mais j'ai rien lu d'elle. Je savais que ça allait traiter d'Armor parce qu'il y avait eu un gros teasing de fait de la part de Marvel dessus. Et la première réflexion que je me suis fait, c'est que les couleurs plutôt pastel tendaient clairement à ce côté très japonisant du comics. Le fait qu'il se passe pas grand-chose, ça m'a pas forcément choqué plus que ça, parce que si on se rappelle des Ultimate Spider-Man des années 2000, avant qu'il ait ses pouvoirs, enfin avant qu'il devienne vraiment Spider-Man, il se passe un petit paquet de temps et c'est très décomplexé et ça prend énormément son temps aussi. C'est pas forcément ce qui m'a gêné. Ce qui m'a gêné, c'est ce que tu as souligné, Hisoka, c'est ce pendentif. Est-ce que son pouvoir, en fait, vient du pendentif? Est-ce qu'il y a quelque chose en plus qui va être expliqué? J'ai pas compris où était le côté mutant comme toi dans ce titre. C'est assez nébuleux. Alors, est-ce que ça vient de cette espèce d'entité qui vient plusieurs fois la troubler, qui est une certaine personnification de son chagrin? Enfin, c'est assez nébuleux pour le moment. Mais ça me donne quand même envie d'en lire plus. Je suis pas rebuté pour autant, quoi. De toute façon, c'est pas l'univers Ultimate qu'on a connu, c'est pas les X-Men qu'on connaît, c'est encore un nouvel univers. Donc, j'ai plutôt envie de lui laisser sa chance pour le coup. La proposition différente, moi, c'est ce qui me séduit. Justement, je trouve ça très bien, comme l'a dit Old Geek, c'est très bien qu'il n'y ait pas forcément le professeur Xavier à moi, mes X-Men. D'ailleurs, il y a sûrement une explication pourquoi il peut pas y avoir ça, hein. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais effectivement, cette proposition différente et singulière, moi, c'est ce qui m'attire. Effectivement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, je trouve, sur ce premier numéro. Mais du coup, si je trouve qu'il n'y en a pas assez à se mettre sous la dent, j'irai voir dans le 2 s'il y en a davantage, quoi. C'est quelque chose que t'as pas lu, toi, encore, Léna, si je dis pas de bêtises. Non, alors, il est dans ma palle. Juste que j'ai pas eu le temps de le lire. Julien, tu me l'avais très bien vendu. Et puis, t'as dit, on dirait un chapitre de manga. Et alors là, tu vois, d'un coup, là, tu me l'as moins bien vendu. Non, en vrai, plus sérieusement, moi, ça me tente beaucoup. Alors, moi, je dis pas d'X-Men du tout, hein. Franchement, j'y connais rien. Donc, c'est pour ça que je suis peut-être plus ton profil, Julien. Je vais peut-être plus apprécier justement parce que je connais pas et que du coup, j'ai pas du tout d'attente. Je connais pas le personnage et du coup, ça va moins me gêner. Mais en tout cas, c'est vrai que le fait que ce soit un style totalement différent de ce qui peut être fait sur Spider-Man ou sur Black Panther, moi, c'est un truc pour le coup qui m'intrigue. Et même cette planche-là qui est affichée, elle me donne envie en tout cas. Donc, surtout si ça se lit très vite, je pense que je vais très rapidement aller dessus pour me faire mon idée. Et ouais, j'ai jamais lu non plus de Peach Momoko. J'en ai entendu soit beaucoup de bien, soit beaucoup de mal presque. J'ai l'impression que souvent c'est assez un peu clivant les avis qu'on peut donner. Donc voilà, je suis assez curieuse en tout cas d'aller dessus. Ça me donne envie. C'est un style qu'on a quasiment jamais vu dans le comics, hein, franchement. Parce que c'est vraiment entre Dustin Nguyen et du manga, quoi. Donc, et un manga plutôt années 80-90, même dans le trait. C'est quand même très épuré par rapport au manga qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Donc, alors un bof pour toi, Hisoka, toi plutôt emballé, Julien, de ce que j'ai cru comprendre. Donc, à suivre le mois prochain, voir si la proposition prend ou pas. On va rester avec toi, Hisoka, avec le nouvel arc de Batman, avec ce Batman 145, avec le Dark Presence. Bah oui, oui, quand même. Il n'y a pas d'encre et de bulle review VO sur notre Batman. Alors je sais pas si ça va durer longtemps comme ça, hein. Ne serait-ce que pour des raisons éditoriales tout simplement, parce que je crois que dans 2 semaines il n'y aura pas de nouveau Batman. Ouf, on respirera. Batman numéro 145 qui s'intitule, comme vous pouvez le voir pour ceux qui regardent l'émission, mais pour les auditeurs, c'est donc Dark Presence.
C'est le premier numéro d'un nouvel arc. En fait, c'est ce qui suit justement Joker Year One. Et comme on l'avait dit un petit peu il y a quelques émissions de cela, ce Joker Year One, c'était un récit dans le récit. C'est-à-dire que c'était la première année un petit peu du Joker qui nous était racontée par un protagoniste. Donc, on reprend la suite directe, finalement, du 141. Puisque les 142, 143 et 144 étaient cette fameuse parenthèse en 3 parties du Joker Year One. On retrouve toujours le fidèle Chip Zdarsky au scénario, évidemment, et au dessin, le retour tant attendu de, attention, je me suis entraîné, Jorge Jiménez. Il y a du mieux. Donc, oui, il nous a manqué notre Jorge Jiménez quand même. Voilà, il était à l'œuvre sur les 2 premiers arcs. Le deuxième, j'ai un petit doute. Il y avait peut-être plusieurs dessinateurs, je ne sais plus trop. Oui, ils étaient plusieurs sur le deuxième arc. C'est ça. Et du coup, ça faisait longtemps qu'on attendait, enfin quelques semaines qu'on attendait son retour, donc on était ravis de le retrouver. Donc on reprend vraiment la suite du 141. Alors, c'est Bruce Wayne qui est enfermé quelque part et qui discute avec son co-détenu. On va dire ça comme ça. Et du coup, ils continuent à discuter, ils échangent. Donc, Bruce Wayne est enfermé. Et pendant ce temps-là, figurez-vous qu'un nouveau Batman sévit sur Gotham. Alors, un nouveau, on le sait. Moi, je vais pas vous dire exactement qui c'est, puisqu'il faut lire quand même les arcs précédents. On peut dire qu'un nouveau Batman sévit sur Gotham. Un Batman, on va dire, dont la justice est beaucoup plus expéditive et punitive. Un Batman-nicher, un peu, quoi. C'est ça. C'est qu'il n'hésite pas à aller jusqu'au bout. Et à côté de ça, il va essayer d'aller à l'approche des différents membres de la Bat Family pour nouer une alliance ou pour, on va dire, expliquer un petit peu sa nouvelle vision des choses. Donc voilà, je peux pas trop en parler malheureusement. Enfin, je crois que c'est comme ça. Donc en gros, le doute va s'installer dans tout Gotham. Mais de qui s'agit-il? Est-ce que c'est bien Batman? Est-ce que c'est bien Bruce Wayne? Et voilà, le doute va s'installer à travers les membres de la Bat Family. Est-ce que c'est bien lui ou pas? Certains vont en être convaincus, d'autres vont douter. Donc voilà, à côté de ça, faut que j'en parle quand même. Il y a le retour, la réapparition d'un personnage qu'on croyait disparu. Voilà. Je peux pas beaucoup plus en parler. Non, mais c'est hyper difficile de pas révéler, ouais. Je suis d'accord. C'est ça, parce qu'après ça gâche un peu toute la surprise, donc je sais pas. Voilà. En fait, tu peux pas en dire plus parce que sinon, tu vas gâcher un petit peu les effets de surprise, ouais. Donc, je peux quand même donner mon avis. C'est un numéro que j'ai trouvé bien meilleur que le précédent. Alors c'est assez marrant parce que bien que ce soit un nouvel arc, on voit bien qu'on est toujours dans les mêmes thématiques depuis le début du run de Zdarsky. Il y a vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. On est dans la continuité de tout ce qu'il a tissé jusqu'ici, à l'exception peut-être du second arc, et encore, il a son importance, comme je le disais. Où on est fait le safe aujourd'hui, etc. Tout ça, ce sont les conséquences. Et du coup, j'ai plutôt bien aimé cet épisode. C'est pas un coup de cœur non plus, mais c'est un épisode acceptable. Voilà, c'est un numéro de Batman qui est convenable, qui est bien dessiné, qui est chouette. Je me suis pas ennuyé. Et voilà, je me demande vraiment où va aller cet arc Dark Prison. Je sais pas du tout en combien il est prévu. S'il est prévu en 1, 2 ou 3. Je sais pas du tout. Plutôt pas mal, ce 145. Je te rejoins là-dessus. De toute manière, après avoir lu le numéro précédent, ça ne pouvait que remonter. Ah oui, non, mais il faut dire les choses. Mais après, tu as très bien résumé en restant tout à fait cryptique sur plein de choses parce que, en fait, c'est vraiment dans la continuité. Et donc, si révéler, c'est spoilé, et comme ça sortira pas tout de suite en français. Mais je note quand même que il y a plusieurs, effectivement, t'avais parlé de certaines, de son co-détenu, etc. On renforce, je pense que ça avait déjà été fait, mais du coup on renforce un certain nombre de choses qu'on pouvait savoir sur la relation entre ces deux personnages. Je vais rester aussi cryptique, hein. Je vais faire décodeur pour tout le monde. Mais en plus, pour les plus fidèles et les plus attentifs auditeurs qu'on a dans l'encre de bulle, ils peuvent tout comprendre ce qu'on dit s'ils ont écouté toutes les émissions. C'est codé, mais à moitié. Ouais, c'est ça. Donc, il y a aussi de la continuité dans... C'est ça. Mais ouais, mais en tout cas, cet épisode était vraiment mieux. Comme tu l'as dit, les relations avec ce nouveau Batman et la Bat Family, c'était aussi intéressant, même si j'ai vu qu'il y avait un tie-in qui fait quoi, pas un tie-in, mais enfin il y avait une série qu'il fallait lire par rapport à un personnage aussi, pour rajouter des petites choses. Ça, on peut parler de la série en question si tu veux. Je crois que c'est The Man Who Stopped Laughing, je crois. C'est ça. De Rosenberg, qui est une deuxième série sur. Je sais pas, bon, vous devinez de qui il est question de toute façon.
Ça devient de moins en moins cryptique. Je peux dire, c'est pas très grave. Pour le coup, c'est. Donc en lien avec les événements qui ont eu lieu dans Gotham War. Donc voilà. Après, j'ai trouvé ça. Ça me gêne toujours quand les conséquences d'un event arc sont tout de suite effacées en 2 coups de cuillère à peau. Voilà. Mais bon, après tout, je me doutais bien que ça pouvait pas rester comme ça. Mais tu as raison, mais ça a été mentionné au moins. Tu vois, ils ont quand même mentionné le côté Gotham War. Enfin, ah oui, c'est vrai, ça a existé. Voilà, c'est ça. Mais ouais, c'est un numéro plutôt agréable à lire, en tout cas qui se lit assez bien. Par contre, moi, je suis assez curieux de voir ce qui va se passer, notamment les relations, hein, parce que il y a quand même une relation qui m'a un peu surpris avec. Alors, je sais pas, j'ai pas toutes les connaissances, mais je me suis demandé si c'était du retcon ou un véritable truc qui avait été mentionné. Par rapport entre ces 2 personnages et un moment clé de leur relation. Voilà, franchement, c'est incompréhensible pour ceux qui n'ont pas lu. Hein. Mais bon, après, à suivre. En tout cas, il faut qu'il reste sur ce niveau. Je pense qu'il est aussi aidé par le dessinateur. Hein. Ouais. Finalement, ce Joker Year One avec les 2 dessinateurs, est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Je suis pas totalement persuadé au final. Hein, ça, mais bon. Et puis, non, mais est-ce que la timeline future était pertinente en plus dans ce récit? Ça sert à rien. Honnêtement, ça sert à rien. C'était juste pour appuyer d'une autre manière l'ambiguïté du personnage qu'il voulait montrer. Peut-être. Après, je dirais que je sais pas ce qu'il va nous réserver, hein, le petit chip. Hein. Peut-être qu'il a un plan dans ce. Je sais pas. Ah, mais je suis sûr qu'il a un plan. Qu'on aime ou pas, j'ai l'impression que tout va se tenir au final, parce que là, on voit bien que c'est vraiment la suite dont il a parlé. On comprend les thématiques qui lui sont chères. Mais bon, on comprend pas trop pourquoi Year One du coup, parce que à la limite, si, ça explique la retcon dont on avait parlé, quoi. C'est tout. Ouais, oui. Et même je trouve que par rapport à ce Year One, là aussi, je trouve qu'il y a des choses qui auraient pu être plus subtiles. Là aussi, je vais essayer de pas rêver, mais globalement, Year One, c'est une histoire qui est narrée par un certain personnage. Dont on peut avoir des doutes sur la véracité. Clairement. Et là, certains doutes sont effacés, je dirais. Je vais dire ça comme ça. Bah ouais, c'est ça. Le numéro commence comme ça. Hein. Le numéro commence par Bruce qui dit « Je sais pas si je peux faire confiance en ce qu'on me raconte là. » Mais effectivement, t'as raison, les doutes vont être balayés au sein du numéro. Effectivement. Voilà. C'est un peu dommage, mais bon, après, voilà. Peut-être que c'était trop d'ambiguïté et qu'il fallait simplifier, clarifier les choses aussi. À force de rajouter des couches sur des couches. Ça peut être un peu illisible. Mais bon. En tout cas, il faut qu'il continue dans cette lignée de monter en qualité pour que le titre redevienne bien, quoi. Ouais, parce qu'il revient de loin quand même. Moi j'ai lu le premier arc Failsafe où j'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai pas trouvé ça transcendant. J'ai réessayé avec Joker Year One pour savoir de quoi allait parler cette retcon de Killing Joke, cette suite de Killing Joke, pour me faire, ouais, bon, d'accord. Donc là, ici, j'y suis pas allé, même si les planches, la couverture comme la planche qu'on peut voir à l'écran, me font regretter un peu de pas y être allé. Mais de ce que vous me dites, par contre, le Batman une espèce de Batmanisher, le fait de mentionner ah oui, cet event, il a existé. Alors là, c'est dommage, il était co-scénariste de Gotham War. Mais ça me donne l'impression qu'il reprend un peu ces tics d'écriture qu'il y avait sur son Daredevil. Un Daredevil un peu plus expéditif qu'on pouvait avoir. Le fait de mentionner c'est King in Black, où il y a un épisode qui fait référence à King in Black dans son run, et puis après on n'en parle plus, et puis ça a presque même pas existé. Enfin, j'ai l'impression que c'est du tie-in imposé, quoi. Oui, mais il y a quand même, j'y trouve certains parallèles avec son Daredevil, de ce que vous en dites en tout cas, mais sans qu'il y ait la classe de son Daredevil, qui est pourtant pas forcément le meilleur run de Daredevil récent qu'on ait pu avoir. Au moins, il fait des efforts de passerelle éditoriale. C'est ce qu'on leur reprochait un petit peu, tu sais, quand on disait qu'ils se parlaient pas assez, notamment entre Detective Comics et Batman. Bon, là, au moins, il lit 3 séries, quoi. Il lit Gotham War, la série que t'es en train de lire, et de Man Who Stopped Laughing, pardon. Donc, au moins, voilà, il montre que c'est un univers partagé.
Écoute, je sais pas. Ouais, le gros avantage pour moi, pour le moment, de cette série, c'est les dessinateurs. Oui, c'est ça. C'est- Batman, c'est- c'est toujours ça. Hein. C'est les dessinateurs qui font vendre par-dessus tout, je pense. Ah non, il y a 20 ans, c'était Morrison qui faisait vendre. Ouais, bah, Ouais, il était était avec pas des manches accompagné coupées, par hein. Jojo Clodo non plus. Hein. Ah, c'est clair, il y avait du Kubert, Ah, il y avait du Chris Burnham, il y avait ouais, du mais il y a- Conti, il y avait du... Ah, quand même. Il y a eu Irving aussi. Hein. Irving, c'est quand même pas le plus beau des dessinateurs qu'on puisse avoir sur le retour de Bruce Wayne. Ouais, sur le retour de Bruce Wayne. Mais le retour de Bruce Wayne, il y a déjà quelques numéros qui sont sortis avant ça, mais oui, oui. Bah, il est clivant, mais moi j'aime bien, mais je sais pas s'il fait toute la série Irving, mais effectivement, il a très numérique, c'est très particulier. Mais là, même la colo, elle semble vraiment, vraiment folle, quoi. Ah oui, non, mais c'est... Comme on disait, de toute façon, les dessins, la narration, le rythme, tout fait que le numéro, il se lit vite et qu'on est content à la fin du numéro, qu'on se dit, bah voilà, c'est très bien. Enfin, très bien, c'était un bon numéro. Oui, parce que un numéro correct de Zdarsky, ça devient très bien maintenant pour Batman. Donc, c'est juste un bon numéro, quoi. C'est pas extraordinaire ce qui s'y passe, mais c'est agréable à lire, agréable à suivre. En tout cas, un arc qui finira au numéro 148, qui sort en août 2024. Ah, d'accord. Donc, D'accord, 4 numéros. Un arc en 4, ok. Ouais, c'est ça. Ça marche. Eh ben, on retourne chez Marvel, du coup, avec du Spider-Man. Et ceux qui me connaissent un peu, me suivent sur les réseaux, ou Julien ici présent, savent que je crache énormément sur le Spider-Man de Zeb Wells, que je trouve à la limite de l'inepte. Mais pour celui-ci, j'y suis allé parce que c'est un auteur que j'aime bien. Greg Weisman, alors pour resituer rapidement, Greg Weisman, c'est le papa de la série animée Gargoyles de 1994, de la série animée Young Justice des années 2000, que j'avais trouvé toutes les deux tout aussi incroyables l'une que l'autre. Et puis, il a écrit un petit peu de Star Wars avec Kanan et de Captain Atom à la fin des années 80. Donc, pas un nouveau venu, pas un manche qui sait scénariser. Et du coup, je me suis dit, ouais, une histoire qui regroupe Peter Parker et Miles Morales, ça peut être sympa. Et c'est pas une série pour le moment géniale, mais qui donne quand même quelques pistes assez intéressantes. Ça marche sur la scénarisation marche sur des faits plutôt classiques avec le Freak and the Week, où on a j'ai oublié l'antagoniste, c'est Rhino, Scorpion, je sais plus. Enfin, c'est un dérivé de... Le chacal du chacal, voilà. Il fait tous les animaux. Rhino. Oui, on est chez Spider-Man, hein. On a oublié le vautour, on en a oublié quelques-uns encore. Ça peut être le Shocker en vilain du mois, mais il était déjà pris ailleurs. C'est ça. Et du coup, oui, voilà, l'idée de réunir les deux Spider-Man de l'univers classique maintenant m'intriguait bien. En plus, avec Humberto Ramos au dessin, moi, je suis plutôt client, donc je dis pourquoi pas. Et l'histoire, alors autant l'histoire sous le costume me plaît bien, parce qu'on sent une intrigue qui marche aussi bien sur l'issue du mois, mais qui va aussi sur du long terme. Il y a quelques propositions qui sont lancées qui sont plutôt intrigantes. Autant l'histoire entre Peter et Miles, c'est un peu plus compliqué. Peter et Miles, Peter surtout, estime que ce serait bien que les deux Spider-Man se voient au moins une fois par semaine et sans les costumes, histoire de parler, tisser des liens. On notera la qualité du jeu de mots sous-jacent. Et pour ce faire, ils vont dans la cafétéria du campus où Peter raconte ses souvenirs de vieil étudiant, parce que même s'il a 30 ans, t'as l'impression que ça fait 50 ans qu'il était étudiant dans cet issue. Et Miles, il y a la confrontation nouvelle génération, ancienne génération, et ça m'est passé un petit peu au-dessus. C'est vraiment toute l'intrigue qu'il y a autour de cette incarnation du chacal et le pourquoi il est là et tout ce qui tourne autour qui rend l'histoire intéressante. Donc pour un premier numéro, ça m'a convaincu assez pour aller sur un second. Faut juste espérer que Greg Weisman alors ça j'ai aucun doute là-dessus, mais sache pertinemment où il va et sache l'écrire de façon un peu plus dense pour la suite. Toi, Spider-Man, je pense que tu y as été, Julien. Oui, j'y suis allé. Je suis moins positif que toi parce que en fait, moi j'ai trouvé. Alors, j'en ai parlé avec d'autres personnes qui m'ont dit quoi que la narration leur avait bien plu, etc. Moi, j'ai trouvé que la narration par tranche finalement, parce que en fait, on a ce combat contre ce chacal qui n'est pas vraiment un chacal, qui fait quasiment tout le numéro, mais découpé
avec des différentes sections. Alors, la section où ils sont au Coffee Bean, une section où on comprend rien à Venise, une section de théâtre, une section... Et en fait, j'ai trouvé que les transitions, c'est sans transition. Hop, sans transition, bah tu dis, mais pourquoi qu'est-ce qui se passe qui sont ces personnages pourquoi j'en ai quelque chose à faire de ça? Et après, hop, on te remet un petit peu de Miles et de Peter, et puis hop, on te remet, et après, il y a des choses qui m'ont un petit peu, effectivement, la partie où ils sont sans costume, moi, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Je veux dire, la planche où on le voit galérer pour que le gars se souvienne de son prénom, je me suis dit, mais pourquoi? Ouais, Si c'est pour faire la blague vis-à-vis de Paul, avec un oui. petit tac, je me suis dit, ouais, c'est quand même... ça va parler... en fait, c'est du méta par rapport aux fans qui aiment pas l'autre série, quoi. Je me suis dit, ouais, c'est un peu spécial quand même. Je comprends pas. Et puis cet aspect de Peter. Peter, c'est quand même, quoi, de base, c'est le rat de bibliothèque, c'est un peu le nerd avant l'heure. Qu'il n'ait pas d'application sur son portable parce qu'il veut absolument qu'on se souvienne de son prénom. Je dis, ouais, ok, quand même, faut pas abuser, quoi. C'est pas un boomer non plus. Faut pas... J'ai senti ce choc, alors qu'il doit avoir en tout et pour tout peut-être une dizaine d'années d'écart entre les deux. Peut-être Oui. un peu plus, parce que Miles c'est pas encore tout à fait adulte, mais allons entre 12 et 15 ans. Mais je me suis dit, ouais, ok, quand même, faut pas abuser, quoi. Voilà. Mais donc je suis moins optimiste. J'irai sur la suite pour voir un peu, effectivement, parce que l'auteur donne plusieurs plots, donc pour voir ce qui va développer. Mais c'est pas un numéro où je me dis, waouh, ah ouais, ça c'est cool. On n'a pas fait de team-up des Spider-Man. Il y a 2 Spider-Man, etc. Il y a peut-être quelque chose vraiment qui va envoyer du bois. Là, pour le moment, je suis quand même un petit peu sur la réserve. Effectivement, il y a quelques parties. J'avais oublié cette partie sur le théâtre et cette partie à Venise où, bah, quand ça arrive, c'est d'accord. Pourquoi? Surtout que le numéro ne donne aucune réponse sur ces personnages a priori pour le moment. Il y a juste un personnage où on nous met un mystère mystérieux à la toute fin. Oui. Mais c'est un plot un peu normal, toi. Tu rencontres le personnage, il lui arrive quelque chose. Mais les autres, c'était vraiment, ça sortait de nulle part, quoi. C'est ça. Par contre, effectivement, la blague de Paul, moi, elle a marché sur moi parce que je n'aime pas le Amazing Spider-Man de Wells. Mais cette blague, elle marche pas en BD. Elle marche moins bien en BD. On sent que Greg Weisman, c'est quand même quelqu'un qui fait des scénarios pour les dessins animés surtout. Et je pense qu'elle marche beaucoup mieux avec des espèces d'ellipses qu'on montre dans un dessin animé ou dans un film que sur une planche de BD. Mais à côté de ça, bah voilà, moi ça m'a plu de lire du Greg Weisman autre que sur les Gargoyles qui sortent actuellement chez Dynamite. Et puis le fait d'avoir Miles et Peter, bah en dehors de ce que tu disais, des deux pas vraiment crossover, mais des 2 mini-séries Spider-Man, il y avait pas grand-chose. Donc là, je suis plutôt curieux de voir où ça mène. C'est pas un très grand moment de Spider-Man, mais ça reste pour moi assez frais et assez frais. C'est le terme pour que j'ai envie d'aller sur la suite. C'est quelque chose que vous avez lu, ça, Isoka, Léna? Moi non. Est-ce que c'est accessible? Est-ce que genre ça peut être une porte d'entrée ou pas du tout? Ou il faut des prérequis? Les seuls prérequis à savoir, c'est qui sont Miles et qui sont Peter. Ouais, et globalement, c'est dit dans le résumé. Il y a un résumé à 2 voix qui est assez marrant du coup à lire, où chacun dit qu'il a été mordu par une araignée, etc. quoi. Franchement, il y a pas grand chose à savoir. D'accord, ouais, donc pas besoin de prérequis. Ok, bah moi je jetterai peut-être un coup d'œil par curiosité, mais bon, vu que vous n'êtes pas non plus dithyrambique dessus, je sais pas. Non, bah, moi c'est pareil, j'attends. On a 2 soldats au front là, qui vont lire les numéros et qui vont dire s'il faut y aller ou pas. Donc, et je voulais juste te dire, faire un petit parallèle avec ce dont on a parlé plus tôt dans l'émission qui a été diffusée la semaine dernière, sur justement un petit peu nos habitudes de connexion, de consommation de comics. Tu vois, c'est rigolo quand même parce que tout à l'heure je disais Ultimate X-Men, j'ai vraiment pas trouvé ça terrible. Tu vas sur la suite? Oui, bien sûr. Geek, il disait ouais, Spectacular Spider-Man pas ouf, mais je vais quand même lire la suite. Et on donne la chance au produit, tu vois. Non, mais exactement.
Mais c'est aussi ça, parce que c'est vrai qu'on a conscience que c'est dur de juger sur pièce un numéro. Un numéro, ça va vite. En termes de rythme, on peut faire quelque chose de décompressé ou très dense. Il y a différentes techniques narratives, où ils vont en venir. Il y a aussi le payoff, hein, c'est-à-dire est-ce que le lecteur est récompensé de son investissement ou des doutes sur le moment, avec des numéros qui viendront plus tard. Donc c'est quand même aussi ça qui est intéressant dans le comic, c'est-à-dire qu'on se demande pourquoi c'est toujours les mêmes titres qui vendent. En même temps, c'est un petit peu les mêmes titres qu'on achète, quoi. Mais voilà, par rapport à la récompense, connaissant un petit peu la capacité d'écrire sur plusieurs termes qu'a Greg Weisman, je fais complètement confiance sur l'intrigue qui va se densifier au fur et à mesure. Effectivement, il y a toute la partie civile qui est, ouais, bon, on essaye de donner du grain, enfin de quelque chose à manger au lecteur quant aux deux personnages qui se rencontrent très peu au final. Et c'est pas très bien amené pour le moment. Mais toute la partie action, la partie intrigue, elle est beaucoup plus intéressante. Juste un petit truc qui m'a fait rire, par contre, le serveur du Coffee Beans, pour ceux qui ont lu Ultimate Spider-Man, m'a fait beaucoup penser à Kang Kong, enfin le pote de Flash dans Ultimate Spider-Man, il lui ressemble énormément, quoi. Je sais pas ce que t'en as pensé, Julien, toi? Oui, effectivement, on peut dire qu'il y a une ressemblance. Après, c'est à voir comment ils vont être développés ces personnages, parce que pour le moment, j'ai pas encore ce sont deux nouveaux personnages qui sont introduits. Il n'y a pas encore suffisamment pour pouvoir les apprécier, en tout cas de mon point de vue. Après, on verra. J'espère aussi que ça va pas être 50 numéros de rencontres au coffee, parce que ça va être un peu relou, quoi. Oui. La seule crainte que j'ai vis-à-vis de ce numéro, c'est que il y a une troisième série Spider-Man qui va sortir là prochainement, Web of Spider-Man, où Greg Weisman et Zeb Wells vont écrire la série avec quelques autres personnes. Et j'ai peur que les intrigues des différentes séries se recoupent un peu dans cette nouvelle série qui va arriver. C'est pas un numéro one-shot, ça? Il me semblait que c'était un numéro one-shot, justement pour introduire les prochains arcs. Tu vois, genre une espèce de point 1, quelque chose comme ça. Alors, attends, je vérifie tout de suite. Avec la couverture de Capullo, c'est ça? Ouais, c'est ça, qui est magnifique d'ailleurs. Mais oui, non, effectivement, ce serait un one-shot. Et c'est pas plus mal que ce soit un one-shot parce que c'est à $8 l'issue. Ouais, donc il doit être un tout petit peu plus conséquent. Il doit faire peut-être 50 pages, quoi. $8, c'est cher. Il doit faire 50 ou 60 pages, je pense. Ouais. 56 pages. Ouais, c'est ça. Donc, non, c'est à voir. Et en tout cas, moi, c'est une série qui m'a donné bien plus envie que l'Amazing Spider-Man qui m'a fait souffler du nez plusieurs fois sur le premier arc. T'étais malade aussi. Oui, mais je suis malade depuis 3 semaines, 1 mois, donc ça se trouve, ça doit être ça. C'est à cause de Spider-Man. Je fais une allergie à Spider-Man. Eh ben, on a fini pour la partie review VO. Ouais. Et on va passer sur les reviews VF quand j'aurai trouvé le générique. Et pour la VF, c'est moitié-moitié. On est, comme je disais en introduction, on est sur moitié indé, moitié... Mais il faut bien ton micro qui déconne. Ouais. Encore? Ouais. Bon. Là, c'est bon. C'est revenu, je crois. Bon, il faut d'accord. Après le jingle, il y a un jingle, t'as un temps de latence. Ouais. C'est ça. C'est bon, tout va bien. Et bon, ok, merci. Donc, je vais te laisser la parole, du coup. Ça t'apprendra, Léna, vu que tu vas nous parler de Vicious Circle. C'est ça, donc Vicious Circle qui est sorti chez Urban Comics, donc 2 tomes pour l'instant sur les 3 qui sont prévus. Donc 3 tomes qui sont prévus donc à 15€ chacun pour une 60aine de pages à chaque fois, avec Mattson Tomlin au scénario et Libermiro au dessin. Et donc, on part sur un tome 1 qui est assez introductif, où on suit le personnage de Sean Tucker. Et donc, Sean, il a un petit secret, il cache un homme dans sa cave. Et on va découvrir que ces 2 hommes sont liés par une sorte de malédiction. En effet, dès que l'un d'eux va tuer une autre personne, ils vont tous les 2 être projetés à une autre époque, donc à un autre moment de l'histoire.
Et donc, on avait ce premier tome que j'ai lu à sa sortie, qui était très introductif, qui m'avait laissé un petit peu sceptique parce qu'on n'en apprenait pas tant que ça sur l'histoire. Et pour le coup, là, ce deuxième tome qui est sorti ce mois-ci, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, on s'intéresse un petit peu plus à l'origine de cette malédiction et aux motivations en fait des deux personnages. Et voilà, et ça donne en tout cas envie d'aller sur la suite. Je peux pas en dire beaucoup plus parce qu'à chaque fois, comme c'est une 60aine de pages, il se passe pas énormément de choses et donc c'est difficile de rentrer un peu plus dans les détails. Ce qui marque vraiment sur ces deux tomes, on peut le dire, et c'est pour ça aussi, je pense, que certaines personnes sont allées dessus, c'est les dessins de Liber Mero qui sont tout bonnement incroyables. Les deux tomes sont sortis au format Urban Indies, donc ce format qui est un peu plus grand, qui fait un petit peu franco-belge, qu'on a pu avoir voilà, sur plusieurs autres séries. Je pense à la réédition de Gideon Falls ou au Lazarus. Voilà, donc une très belle édition comme peut vous le montrer Hisoka, qui est plus grande et qui pour le coup met vraiment en valeur les dessins de Liber Mero. Et voilà, c'est vraiment son travail qui est mis en avant, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on va changer d'époque, donc à chaque fois que nos deux protagonistes changent de temporalité, on va avoir un dessin qui est totalement différent. Là, sur les premières pages, et ce que vous avez en visuel pour ceux qui nous regardent sur YouTube, c'est un style vraiment très photoréaliste qu'on a au tout début du récit, donc il va correspondre à une époque, mais voilà, sans spoiler, ils vont partir dans le futur au tout début, et ça va être un dessin avec voilà, éclatant de couleurs qui est totalement différent. Et à chaque fois qu'il change d'époque, on a vraiment un style graphique qui a son identité propre. Et on sent que c'est là qu'il y a vraiment tout le travail de Bermero sur cette œuvre. C'est ça qui va être mis en avant. Et c'est pour ça aussi que moi, j'avais envie d'aller dessus, rien que pour les planches, parce que visuellement, c'est assez incroyable. Et c'est sûr qu'au scénario, ça pêche un peu plus. C'est une histoire qui est très courte et en fait qui est assez complexe finalement, parce qu'on parle de voyage dans le temps, on nous avance quelques éléments, et voilà, qui sur juste une 60aine de pages, c'est un peu compliqué de développer une histoire qui est assez compliquée en somme. Donc le scénario va un peu plus pêcher à cet endroit-là pour moi. Donc il reste un tome. J'attends de voir comment ça va se conclure. Moi, j'ai toujours un petit peu de mal à comprendre, on en a parlé un petit peu en off tout à l'heure, pourquoi ça a été sorti voilà, en 3 tomes, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas attendu que tout soit sorti en VO pour le sortir en une jolie intégrale, parce que là, voilà, ça a fait assez polémique d'avoir ce tome hyper fin à 15 € qui se rapproche d'un format franco-belge, mais que les lecteurs de comics n'ont pas l'habitude de débourser forcément. Et voilà, pour une histoire qui, notamment sur le premier tome, était assez introductive et n'en donnait pas plus que ça, donc était un petit peu frustrante. Voilà, je pense que pas mal de gens iront peut-être sur le tout dès qu'il y aura les 3 tomes qui seront là. Voilà. Moi, en tout cas, voilà, ce second tome m'a plus plu, m'a donné envie de lire la suite, et j'attends la fin pour vraiment me faire une idée sur la globalité. Donc, Isoka, je suppose que comme tu l'as aussi lu. Est-ce que voilà, tu es un peu de cet avis ou pas du tout? Si, je te rejoins complètement. C'est-à-dire que moi, je les avais lus, je les ai en single chez Boom Studio, ils sont à 9,99 $. Voilà. C'est en souple. On a un format Black Label, comme Black Label, c'est-à-dire chez DC, c'est-à-dire hauteur de luxe et un peu plus large. Par contre, je crois que chez Urban en VF, il est encore plus haut qu'un Deluxe, non? Oui, il me semble, oui. C'est ça. Donc en VF, vous avez quand même une version qui est beaucoup plus grande encore et qui est tout aussi large. Donc ça, c'est super. Par contre, je suis complètement... Déjà, première chose, je te rejoins. Pourquoi ils n'ont pas fait un recueil? Je comprends pas. Effectivement, alors, ils veulent faire de l'épisodique, mais alors, il va falloir être patient un petit peu, puisque le numéro 3, il est toujours pas annoncé chez Boom Studio. Faut voir que le numéro 1, il est sorti en novembre 2022. Le numéro 2 est sorti en juillet 2023. Donc ça lui prend du temps, Liber Mero, visiblement. Oui. Ça se comprend. Quand on voit les planches, là je te rejoins. Moi, ce qui m'avait bluffé, parce que du coup je les ai relus, évidemment, parce que ça faisait longtemps, ça faisait depuis juillet dernier que j'avais lu les 2 numéros, et ça se lit très vite. Ça se lit très vite, même si on prend le temps d'apprécier les planches, du coup, parce que c'est vraiment fou. Si on aime Liber Mero, et même si on n'aime pas forcément son style, parce que c'est vrai que quand on commence dans les années 50 aux États-Unis, dans toute la période de déségrégation, on a un effet un peu roman photo pour les plus anciens d'entre nous. Et le côté, je sais pas, ça existe plus le roman photo aussi? Si, malheureusement. Je sais plus, pardon, excusez-moi. Bon voilà. Il y a un côté un peu roman photo, forcément un peu figé, un peu statique, mais ça, je trouve que ça sert énormément la narration et l'époque pour plus d'immersion vers voilà ce côté social identifié aux États-Unis, c'est-à-dire la ségrégation raciale dans les années 50-60, quoi. Et donc du coup, ça c'est très immersif. Effectivement, Léna l'a tout très très bien expliqué que le dessin sert en fait
la narration, c'est-à-dire l'époque et le style qui vont changer, qui vont varier en fonction de l'époque. Ça, c'est assez brillant. C'est un tour de force. On avait vu un petit peu d'autres dessinateurs faire ça, notamment J.H. Williams III, qui avait fait comme ça un petit peu dans Echolands. Déjà, on avait des styles différents parfois, où on avait vraiment du noir et blanc qui s'est superposé avec la couleur, des choses plus cartoony, plus réalistes, etc. On a Liam Sharp qui a pas mal fait ça aussi dans Star Range ou dans d'autres choses. On sent vraiment qu'il adaptait son style en fonction des séries qu'il pouvait raconter, notamment dans le Green Lantern de Momo. Mais là, vraiment, c'est un tour de force. Et ce tome 2, effectivement, on revient sur les origines, on explique l'histoire un petit peu plus, en fond. Et il y a quand même un truc que j'ai trouvé génial, qu'on peut pas dire, mais qui est un what if incroyable qui va changer, un peu comme dans Ultimate Invasion, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va dans le passé pour faire quelque chose qui va avoir des conséquences dans le monde d'après. Et ça, moi, je m'y attendais pas forcément. Et ça m'a beaucoup fait rire. Voilà. Je sais pas, je pense, Léna, tu vois... de quoi tu parles. Ouais. Ok, bah, très bien. Alors que les autres ne voient pas. Si vous voulez voir de quoi on parle, il faut lire. Il faut le lire, le tome 2 de Vicious Scorpion, évidemment. Donc voilà, effectivement, je te rejoins aussi sur le scénar qui est un peu faible, qui est un peu classique, quoi. C'est-à-dire, c'est à la fois complexe et classique. C'est-à-dire que on fait ça complexe pour nous raconter les choses de manière à gagner un petit peu de substance, de pouvoir décompresser un peu plus. Mais sinon, c'est une sorte de Terminator mutualisé, quoi. On a deux Terminators qui doivent s'annihiler, en gros. Et effectivement, avec ce high concept qui est cette malédiction du on change d'époque à chaque fois qu'on tue quelqu'un, quoi. Et effectivement, où est-ce que ça veut aller? Vont-ils s'affronter jusqu'à ce que ça soit terminé? Vont-ils s'allier? Qu'est-ce qu'ils doivent faire ensemble ou pas? Et voilà, c'est ça que peut-être nous donnera comme réponse l'ultime et dernier tome. Mais du coup, ce que tu disais par rapport à la fréquence de parution, ça rend encore plus incompréhensible le choix d'Urban de le sortir maintenant, parce que finalement, du coup, ils ont sorti les 2 tomes assez rapprochés, et les gens vont devoir attendre une éternité, entre guillemets, pour avoir la fin, et ça n'a aucune logique, en fait, de devoir... Ou alors, il aurait fallu attendre beaucoup plus de temps entre le premier et le deuxième pour dire aux gens, par contre, ça va être quelque chose qui va sortir à une fréquence assez échelonnée, et finalement, le fait d'avoir sorti ces 2 rapprochés, les gens sont là, et surtout les gens qui ne s'intéressent pas à la VO ou qui ne sont pas au courant forcément des sorties VO vont se dire il est où mon 3e tome, dernier tome en plus, c'est ce qui conclut. Enfin, il va falloir attendre plusieurs mois, peut-être l'année prochaine. C'est ça, parce que je crois que Libermero, en plus, il avait communiqué il y a pas longtemps en disant qu'il est en train de travailler dessus, mais que ça prend un peu plus de temps, etc. Donc, il n'est pas fini, numéro, donc. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas prêt de le voir tout de suite. Je pense qu'il arrivera en VO, si je devais deviner, j'irais vers septembre, quelque chose comme ça. En général, même si on est rapide, il faut au moins 2-3 mois pour faire de la trad, de la mise en pas, lancer les impressions, etc. Enfin, on peut pas faire moins de 3 mois. C'est possible, peut-être, mais il va falloir carburer. Donc, soit ça arrive à Noël, soit c'est premier trimestre 2025, je suis d'accord avec toi. Du coup, ça va dire aux gens qui viennent d'acheter le tome 2, vous allez attendre une petite année avant d'acheter le tome 3. Bon, après une année, bon. C'est rigolo la façon dont tu rebondis sur l'émission précédente avec les habitudes de consommation et la patience du lecteur. Parce que effectivement, là, ça lorgne quand même plus sur une attente type franco-belge où on peut attendre 1 an, 2 ans, 10 ans entre 2 tomes. Après, Libermero, c'est encore une fois, c'est quelqu'un où on n'aime pas son style, mais il y a un niveau de détail, ne serait-ce que sur la planche affichée, qui est assez incroyable. Même si le scénario pêche un petit peu, le dessin de Bermero, ça doit demander quelques heures de travail pour dessiner ne serait-ce qu'une case, j'imagine. Donc, à voir ce que ça va donner, sachant que Toblin, si je dis pas de bêtises, c'est un scénariste de cinéma aussi. Je crois que c'est lui qui avait... Il a scénarisé Batman the Imposter, ça c'est sûr, et je me demande s'il... co-scénariste sur The Batman, je crois. Ah d'accord, voilà, c'est ça. Okay. Oui, c'est ça. Et après, même pour ceux qui n'aiment pas forcément de prime abord le style de Bermero, vu que là, il change aussi de style en fonction des époques, je pense qu'ils peuvent aussi peut-être y trouver leur intérêt quand même, parce que le style évolue quand même, il y a ce travail de changement, quoi. Je pense même qu'il s'est éclaté à cet exercice de style. Je pense que vous allez pouvoir trouver en fait quel dessinateur il a essayé de caricaturer entre guillemets. C'est-à-dire il y a un moment, moi j'ai l'impression de voir des traits de Stokoway. Il y a des choses comme ça, ou lors de Stokoway lui-même qui lui-même s'est inspiré de... j'ai oublié le nom, celui qui a travaillé sur Hard Boiled avec Miller. Jeff Darrow. Merci. Donc on sent parfois voilà vraiment différents artistes dont il emprunte un petit peu les caractéristiques principales, et c'est un régal de voir ces styles différents, de voir de quel artiste il a essayé de s'inspirer, et puis de voir en plus que ça sert à la narration surtout, quoi.
C'est-à-dire que le choix visuel ou graphique qu'il choisit en fonction de l'époque, moi je le trouve la plupart du temps, ça fait mouche, hein, c'est en adéquation avec ce qu'il a raconté, quoi. C'est clair. Mais du coup, tu es en train de dire qu'il y a différents styles. Est-ce qu'il y a des artefacts et des prompts dedans, dans cette œuvre? Ah moi, si tu me files de l'IA, je fais pas ce résultat-là. Ouais, non. Ouais. Ok. Donc quelque chose que tu recommandes malgré tout, Léna, celui chez Moi, Cercle. je vous recommande de pas l'acheter maintenant. C'est horrible de dire ça, mais c'est vrai. Enfin, Je crois que t'as perdu ta place en tant que commercial chez Urban. Là, ça y est. C'est clair, ils vont me détester. Mais non, mais ou alors achetez le premier tome maintenant et puis dites-vous, je l'achèterai dans 6 mois le deuxième pour réduire l'attente entre les tomes. En fait, c'est juste ça, c'est que avoir les 2 premiers maintenant et devoir attendre un an pour lire la suite et fin. Voilà, c'est un petit peu frustrant, je trouve. Après, vous pouvez l'acheter et le feuilleter et refeuilleter parce que vous vous éclaterez de toute façon au moins visuellement parce que voilà, franchement, il y a un travail qui est assez dingue sur le dessin, quoi. C'est ce que j'allais dire, ça se relit très bien, donc n'hésitez pas. Puis en même temps, tu te dis, bon, il y a des chances qu'ils sortent peut-être une intégrale une fois les 3 tomes sortis, ou pas aussi, hein, parce que s'ils se disent, bon, on a sorti 3 tomes à 45 et tout le monde se dit, bon, on va attendre l'intégrale à 35 €. C'est ça. C'est pas sûr qu'il y ait une intégrale, effectivement. Après, la sortie aussi rapprochée, d'une certaine manière, si le tome 1 était très introductif, pour en donner un peu plus, tu peux pas dire, suite dans un an, quoi. Là, tout le monde est perdu, hein, je pense. Parce qu'on a vraiment, comme tu dis, l'introduction un petit peu, et l'explication un petit peu de la malédiction dans le tome 1. Le tome 2, les origines, un petit peu. L'histoire de la motivation de ces deux personnages, et puis j'imagine le tome 3, la résolution de tout ça, quoi. Ok, donc quelque chose à tenter, mais pour les plus impatients, du coup, on va suivre le conseil de Léna, faudra être patient. On revient chez toi, Julien, et on revient dans le passé, on revient dans quelques décennies en arrière, avec l'intégrale d'Iron Man, l'intégrale 1981-1982. Voilà, tout à fait, à peine 40 ans en arrière, c'est rien, une paille. Cette intégrale, effectivement, qui marque la fin du run de David McKinney et de Bob Layton sur le personnage. En tout cas, leur premier run, puisqu'ils reviennent au milieu des années 80 pour un second run, mais ils ont marqué le personnage via ce premier run. Alors j'ai noté quelques numéros, hein. Ils ont commencé à partir de l'épisode 116 pour finir à l'épisode 157. Et dans cette intégrale, on a les épisodes, je vais vous le dire tout de suite, donc 145 à 157. Et en fait, ce qui est assez fou, surtout maintenant qu'on connaît tous un petit peu le lore d'Iron Man, c'est que ces auteurs, ils ont introduit des personnages qui sont clés. C'est eux qui ont introduit James Rhodes, c'est eux qui ont introduit Bethany Cabe, c'est eux qui ont donné cette faiblesse au héros. Avant, c'était son cœur, mais ils lui ont donné une faiblesse beaucoup plus pernicieuse et dont on parle encore aujourd'hui, son addiction à l'alcool, avec le diable en bouteille. Et en fait, ils ont donné un certain nombre de choses à ce personnage pour mieux le comprendre aujourd'hui. Et finalement, si on apprécie ce personnage, c'est aussi parce qu'il a beaucoup de failles, malgré son armure invincible, son invincible Iron Man d'ailleurs. Mais voilà. Et ce qui va surtout marquer au cours de cette intégrale, c'est, comme on peut le voir sur les images que tu présentes, c'est cette confrontation avec le Docteur Doom, avec Fatalis, sachant que ce ne sont que 2 épisodes qui concernent ce court arc, donc le 149 et le 150. Le 150 qui forcément est un numéro anniversaire, 150e épisode d'une série, c'est assez marquant. Et donc on va retrouver, alors je vais pas détailler l'ensemble de cette intégrale, mais au moins cette petite partie où Stark international ou entreprise, je sais plus exactement, parce qu'il n'arrête pas de changer de nom d'entreprise puisqu'il fait faillite et puis il remonte une nouvelle boîte. Bref, à l'époque, je sais plus quel était son nom, mais voilà, il découvre en faisant le tour de ses chefs de section qu'un de ses chefs a vendu du matériel à la Latverie. Chose qui est strictement interdite. Ils vendent plus d'armes à ce moment-là, Tony Stark, mais il continue à vendre des composants et les composants peuvent servir à faire des armes. Voilà. Donc il avait blacklisté la Latverie et donc il va empêcher cette cargaison d'arriver, sauf qu'il n'empêche pas vraiment. Il va aller en Latverie
et avec une confrontation avec Fatalis, il va être envoyé dans le passé avec celui-ci, à l'époque du roi Arthur et de Camelot. Donc on va retrouver nos deux nos deux personnages, Fatalis étant un tyran, je veux pas dire que c'est un héros, mais nos deux personnages confrontés à ce monde où comment faire quand on est Iron Man, qu'on a besoin d'électricité pour fonctionner, et est-ce que si la tablette, je sais plus comment ça s'appelle, la tablette du temps de Fatalis était réglée sur cette époque, est-ce qu'il n'avait pas lui un intérêt à y aller? Donc les deux vont se confronter, il va forcément y avoir tout le lore du roi Arthur, la fée Morgane, etc. On parle aussi de Merlin. Mais voilà, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est un arc qui a beaucoup marqué les lecteurs parce que c'est la confrontation entre ces deux personnages avec il n'y a pas de victoire ou de défaite. Mais un arc, je vais pas révéler comment ça se termine, mais du coup un arc assez marquant et surtout qui va marquer le personnage dans tout ce qu'il est encore aujourd'hui. On a du mal à sortir Iron Man de ce qui a été fait dans les années 80, que ça soit lors de ce premier arc ou du second en fait. Son attitude, la manière dont il gère ses affaires, la manière dont il gère les gens aussi, de manière parfois assez brutale, la manière dont il gère ses employés plutôt, c'est pas justement, je suis bien comment dire, c'est bien cette justement cette emprise sur les personnes qui est assez terrible. On voit aussi ses relations avec James qui au départ est vraiment un peu un petit peu comme on pouvait avoir dans les années 80, vraiment le gars qui va aider, quoi, vraiment le super pote qui va aider, le gars qui se met dans les situations les plus improbables, mais qui est toujours là, quoi. Avant qu'il y ait un développement un peu plus poussé de ce personnage, qui remette en question aussi les décisions. Là, c'est vraiment patron, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ok, on y va. On va aller à Monaco, on va aller, je t'amène à l'aéroport, je t'amène en Latvérie, si tu as besoin de ça va un peu évoluer. Du coup, c'est aussi intéressant de voir comment les relations entre les personnages évoluent au fur et à mesure, comment d'une relation très hiérarchisée, ça va devenir une relation d'égal à égal, puis après un peu déplacée aussi. Mais tout ça, ce sont finalement les bases que ces deux auteurs vont nous apporter. Et d'ailleurs, je pense beaucoup plus Bob Layton que David Michelinie. C'était vraiment, d'ailleurs, c'était Bob Layton qui était vraiment le fan d'Iron Man à l'époque. Il a été crédité en France en tant qu'encreur, mais il était vraiment co-scénariste. Et c'est vraiment tous les deux qui ont créé cette alchimie autour du personnage. Et puis sans en révéler plus, il y a quand même eu un coming out vis-à-vis d'un personnage aussi, de l'identité d'Iron Man. Voilà. Et ça aussi, en fait, on a tous cette image du film où il le révèle très très vite, mais en fait, dans les comics, ça n'est pas le cas. Et malgré les incohérences de se dire ouais, mais quand même, on voit jamais ensemble, comment ça se fait, etc. Ça a été aussi un moment assez clé du personnage vis-à-vis de la confiance qu'il pouvait accorder aux autres. Et tout ça est dans cette intégrale. Alors, on va retrouver des ennemis assez classiques, comme la licorne ou Whiplash qui devient Blacklash ou comme ça, mais ça fait le taf. Moi, je trouve que ça fait le taf. Alors, c'est un petit moment patrimonial aussi, cette période. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est un truc qui me plaît bien. C'est vrai que Iron Man, là, pour certains, on est dans la meilleure partie. Bon, je pense qu'après, il y a quand même aussi des très bonnes parties qui existent. Mais c'est vrai que ça définit vraiment ce qu'est le personnage dans la durée. Et quand on pense que c'est il y a 40 ans, c'est un petit peu comme le Daredevil de Miller, 79. C'est finalement, mince. Est-ce qu'on on n'est pas victime ou prisonnier du passé? Je vais dire ça comme ça. Mais ça donne à réfléchir et pour info, cette histoire à Camelot aura une suite avec les épisodes 249 et 250. Toujours par les mêmes auteurs, mais dans leur. En fait, c'est quand ils reviendront sur le run, parce que là, on est près de 100 numéros après, quoi. Okay. Exactement. Ils reviennent sur le run de 215 à 250. Donc, ils terminent leur run quasiment à la fin de cette séquelle. C'est aussi intéressant. Voilà ce que j'avais à dire sur cette petite intégrale de 340 pages au prix modique de 36 €.
Ouais, comme toutes les intégrales. À la limite, on s'en sort même plutôt bien sur cette Ah oui, la intégrale. fourchette haute pagination. Ouais. Hein, ouais. C'est ça, parce que des intégrales à 280 pages pour 36 €, ça fait un peu plus mal. Oui. J'avais une petite question. Dans les années 2000, si je dis pas de bêtises, il y a eu Doom qui a été repris justement à l'époque arthurienne. Et il y a même une histoire avec Doom, Iron Man et si je dis pas de bêtises, Sentry aussi qui reviennent dans le passé. J'ai l'impression que ce run a vraiment été marquant et qu'il a été réutilisé plusieurs fois à la période Bendis Hickman justement des architectes Marvel. Alors, en fait, donc déjà cette histoire, il y a cette première partie, la deuxième partie dans le futur et une troisième partie qui existe aussi, qui est sortie en mini. Donc finalement, les auteurs ont travaillé sur 3 parties de ce même arc, entre guillemets. Et après, c'est surtout que ça va donner la relation entre Fatalis et Morgan Le Fay. Les 2 personnages sont liés pour des raisons qui leur sont propres, et ça va effectivement perdurer sur un certain nombre d'années. Et je pense que tu faisais référence au premier arc des Dark Avengers où ils vont combattre Morgan Le Fay, qui a un petit peu fait des trucs en Latvérie. Mais ouais, tout ça est lié, et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que c'est la continuité finalement. Ces personnages se connaissent parce qu'il y a eu cette histoire il y a 40 ans et qu'il s'est passé ça. Mais voilà. Ouais. Parce qu'il y a aussi de mémoire, ça fait très longtemps que je l'ai lu, mais Doom War semble y faire référence aussi. Et Doom War, si je dis pas de bêtises, c'est les années 2000. Je dois vérifier. Moi, là, j'ai un petit doute quand même sur cette partie-là. Pour moi, Doom War, c'était plus lié à Black Panther, mais La guerre de Fatalis, voilà, je l'ai. De Scott Eaton et Jonathan Masberry. Mais oui, non, effectivement, c'était Romita, enfin, la couverture était de Romita. Mais voilà, ça m'a rappelé de ce que tu me disais, ça m'a rappelé des lointains souvenirs de cet arc aussi. Donc, mais c'est à relire. Et oui, effectivement, même dans le run des Fantastic Four de Straczynski, il y a ce rapport avec Morgan Le Fay. Enfin, ils ont instillé des choses qui vont être réutilisées beaucoup dans l'avenir. Ouais, 2 choses qui m'interpellent dans ce que tu as dit, All Geek. C'est la première, c'est de voir à quel point Michelini. Moi, je connais assez mal Iron Man en comics, donc c'est pour ça c'est assez vachement intéressant et fascinant ce que tu as dit là-dessus. Donc le fait que Michelini et Layton, ils ont installé, je veux dire, des choses assez modernes sur le personnage qui n'ont pas bougé en fait. Et ça m'impressionne. Le côté problème de boisson, effectivement, de Devil in the Bottle, ça doit être au début de leur run à peu près. Tout à fait. Et effectivement, et puis le fait que tu aies souligné que c'était un arc en 2. Et ça, c'est incroyable. Au début des années 80, on avait une telle densité par épisode qu'on pouvait raconter un nombre de choses en 18, 20, 22 pages qui était impressionnant. Je veux dire, quand on compare là un de ces 2 numéros de cet arc-là, et puis par exemple, je le prends comme exemple, mais de Ultimate X-Men, qui est quand même assez décompressé, qui se lit assez rapidement, là on voit bien les différences d'époque, et de dire que oui, ce qui doit se faire maintenant en 5 ou 6, se faisait en 1, voire 2 numéros. Ouais. Et ça, c'est assez génial, parce que si vous relisez des comics des années 70, 80, moi j'aime beaucoup ça, vous allez passer 20 minutes à lire votre épisode par contre. Mais il se passe énormément de choses. Ouais, la narration était très différente. Parce que effectivement, il fallait raconter des choses pour que le lecteur, et surtout chaque épisode pouvait être le nouvel épisode d'un lecteur en fait. Ouais. C'était ça aussi à l'époque. Ce qui est beaucoup moins valable aujourd'hui. Si tu commences avec le 3e partie d'un arc, tu risques d'être un peu paumé. C'est quelque chose qui t'attire, soit les comics un peu plus patrimoniaux, Léna? Oui, alors pour le coup, oui, c'est quelque chose qui m'intéresse. Après, le problème, c'est qu'il y a tellement de choses qui existent, il y a tellement de nouvelles sorties aujourd'hui que voilà, c'est pas en haut de ma liste de priorités, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je tombe dessus, en tout cas, ça m'intéresse et je me dis c'est des choses sur lesquelles j'aimerais aller. Voilà, encore faut-il trouver le temps, l'argent, le créneau pour le faire. Et par curiosité, Léna, c'est quel personnage qui t'intéresserait, que ce soit chez Marvel ou chez DC, de manière un petit peu patrimoniale, voir ce qui s'est fait un peu sur le perso? Pour le coup, chez Marvel, j'ai lu pas mal de Daredevil et là j'étais justement sur le run de Miller, donc qui est du coup déjà un peu plus ancien, qui m'intéressait pas mal. Là, le truc Iron Man Doom, moi ça m'intéresse pas mal aussi. Donc je suis assez curieuse. J'ai jamais lu d'Iron Man en comics, mais c'est quelque chose qui m'intéresse assez. Et voilà. Et après chez DC, c'est souvent plutôt du Batman. Je suis pas allée sur grand chose de plus pour l'instant. Et je vais plus au gré des recommandations des uns et des autres finalement que. Juste cette partie t'intéresse, Léna.
Ouais. il y a un numéro, un kiosque, ici, Ouais. le Marvel classique, je sais plus exactement, je retrouverai le numéro, qui condense ces épisodes 149, 150, 259, 249, D'accord. 250 au sein d'un seul kiosque. Du coup, ça, voilà, comme ça, Ouais, t'as c'est toute bon à savoir. l'histoire et Mm. Moi, ça j'aime sera toujours sûrement les. moins Excuse-moi. onéreux que. Ouais, c'est clair. J'aime toujours quand ils introduisent un petit peu de Camelot dans leurs comics. C'est quelque chose qui se fait quand même assez régulièrement. Hein. La légende, voilà, des Chevaliers de la Table Ronde, c'est souvent quelque chose qui est incorporé dans les comics. Il y en a eu un petit peu dans les X-Men. Il y en a un petit peu partout en général. Que ce soit un personnage ou carrément la légende. Moi, j'aime toujours un peu. Et puis on voit aussi sur le titre que il n'y a pas que Batman qui a inventé des jeux de mots avec Night, Nightmare, on rigole. Après il y aura Nightfall, tout ça. Enfin voilà, des petits jeux de mots quoi. Ok, bon en tout cas voilà, une intégrale qui précède du coup les deux épiques qui sont sortis l'année dernière et cette année. Ah oui, qui précède de beaucoup, hein, puisque là, les épiques, c'est les années 80, presque la fin. 84. Là, même un peu plus, hein, je crois, je sais plus. Je les ai plus en tête. Mais voilà, de toute façon oui, ça Parce que prend c'est à les partir épisodes de... 230, 233, 240, je crois, donc c'est Oui, on vraiment est vers la fin, quoi. Oui, en effet. Mais ok, quelque chose qui, enfin, t'en as fait une très belle critique qui me donne envie d'en lire. Moi j'ai lu que l'arc extrémiste d'Iron Man qui est beaucoup plus récent du coup. Et ça ouais, t'en as fait une belle critique en tout cas. On retourne en Indé avec quelque chose de bien plus récent et c'est toi Isoka qui va nous parler de Dark Ride. Absolument. Dark Ride, publié chez Image Comics. Le premier numéro date de novembre 2022. Donc moi j'avais suivi ça, la série en VO. C'est une série de Joshua Williamson et d'André Bressan. Alors évidemment, ce duo d'auteurs, on le connaissait déjà chez Image Comics pour Birthright. Ils ont écrit une 50aine de numéros. Hein. C'est en 10 volumes édités chez Delcourt en français. Et donc Delcourt édite également ce Dark Ride, du coup, par les mêmes auteurs. Alors, évidemment, Joshua Williamson, depuis, on le connaît un petit peu plus, puisque depuis, c'est une des figures de proue de la continuité DC Comics. Il a travaillé notamment sur quelques events, que ce soit Infinite Frontier, puis Dark Crisis on Infinite Earth, et puis je crois que c'est même lui qui écrit les Alpha et Omega de Lazarus Planet, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, il est sur les séries régulières Green Arrow et je sais plus. Il a fait Robin aussi. Oui, il a fait Robin, mais actuellement, je sais pas s'il fait d'autres séries à part Green Arrow. Et donc, bon, peu importe. Donc, Joshua Williamson, qui est qui travaille chez DC, qui est un des architectes, on va dire entre guillemets, de DC. Et donc, là, sur Dark Ride, donc c'est une série indépendante qui va compter, c'est annoncé, 12 numéros, sachant que le 12e sera le dernier. Du coup, Delcourt découpe ça, comme vous pouvez le voir sur la couverture, pour ceux qui regardent l'émission, 1/3. Donc, ce sera en 3 tomes. 12 numéros, donc j'imagine que ça va être 4 numéros par tome. Je vous dis ça parce que j'ai pu feuilleter l'édition de Delcourt, mais moi je les ai lus en VO. Alors j'ai quand même regardé tout de suite dans l'édition, voir s'il y avait des bonus, parce qu'il y a un bonus que je trouve très important en VO, et formidable, il est présent dans la version française. C'est une carte du parc d'attractions. Oui, parce que de quoi parle Dark Ride? Ça parle d'un parc d'attractions horrifique qui a été créé par Arthur Dent, donc, et c'est sa famille qui tiennent ce parc d'attractions. Alors, je vais pas vous expliquer parce que ce serait spoiler les toutes premières pages. Voilà, merci Léna, c'est exactement ça. Donc, dans les bonus de fin, vous avez le dépliant, un petit peu la carte. On voit bien un petit peu les pliures et tout, c'est génial. On voit le dépliant un petit peu de la carte du Devil Land et les différentes attractions qui y figurent avec un tout petit descriptif, en 1 ou 2 lignes, pour dire un petit peu en quoi consiste l'attraction. Donc ça, je trouve que pour l'immersion, tout ça, c'est génial. Et ça, c'était en bonus du numéro 1 en VO. Alors, Dark Ride, oui, ça part d'un parc d'attraction horrifique fondé par Arthur Dent dans des conditions que je ne vais pas révéler puisque c'est les toutes premières pages, mais pour moi, faut pas les spoiler, même si c'est les premières pages. Donc, il a bâti son parc d'attraction horrifique et c'est ces 2 enfants qui vont gérer ce parc d'attraction, à savoir Samhain et Halloween. Donc, Samhain, on va l'appeler Sam, ce sera plus simple. Et Halloween, d'accord, donc des prénoms pas forcément très faciles à porter, on va dire. Et effectivement, alors Halloween, elle s'est un petit peu plus distancée du parc et c'est plus Sam qui gère le parc. Et on va voir différentes choses. On va se balader un petit peu nous en tant que lecteurs dans le parc et on va voir à la fois donc Sam qui va gérer les affaires courantes en disant que ce serait bien de trouver une attraction choc. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu de nouvelles attractions créées et le parc est légèrement en perte de vitesse. À côté de ça, vous avez un YouTuber qui va
un petit peu raconter ce qui se passe au sein du parc et qui va essayer de faire un petit peu du sensationnalisme, quelque chose avec peut-être voilà, un petit peu faire peur à tout l'auditoire. Et à côté de ça, vous avez le jeune Owen, pour qui c'est la première journée de travail, qui est un énorme fan de films d'horreur en général, et de ce parc d'attractions en particulier. Et donc, c'est sa première journée de boulot, donc voilà, on va suivre tout ça. Et évidemment, ce parc d'attractions horrifique, il recèle certains mystères. Il y a certaines choses qui sont un petit peu flippantes, certaines choses inexpliquées, et on va suivre ensuite un autre personnage qui veut retrouver son petit frère qui est porté disparu, et elle est persuadée qu'il y a un lien avec le parc d'attractions. Donc voilà, je peux pas en dire beaucoup plus. Je pense que voilà, c'est un comics que j'ai énormément aimé à la sortie en VO. En plus, je trouve que chaque cliff est à la fois efficace et véritablement horrifique. Là, on a véritablement une série d'horreur, je trouve. C'est-à-dire qui fonctionne comme quelque chose d'assez classique au départ, avec quand même des images très chocs. Je recommanderais pas ça à n'importe qui non plus. Faut être à l'aise avec voilà tout ce qui est vision d'horreur sans démembrement, de choses comme ça. Faut mieux prévenir quand même. C'est vrai. Et bienvenue à Aubervilliers. Voilà, moi c'est une série que j'adore, que j'aime énormément, j'ai hâte, il reste plus que 2 numéros là, donc moi j'ai lu les 10 premiers numéros, il en reste plus que 2. J'ai hâte quant à la conclusion, en tout cas là j'ai relu les 4 du coup que compose ce recueil, ça franchement ça fonctionne hyper bien, chaque cliff est super efficace et j'ai très hâte d'avoir, je crois que Léna tu l'as lu, j'ai très hâte d'avoir ton avis. Ouais, alors c'est vrai que moi, quand on m'a fait le pitch, j'ai direct pensé à Zombieilenium pour ceux qui connaissent en franco-belge, parce que effectivement, c'est ça, parc attraction horrifique où il se passe des choses étranges, mais on n'est pas du tout sur la même ambiance. Pour le coup, et là j'étais assez contente et agréablement surprise de voir qu'on se différenciait vraiment, que là on était sur quelque chose de beaucoup plus sombre, beaucoup plus premier degré d'une certaine manière, que ne l'est Zombieilenium. Et voilà, moi ça m'intriguait beaucoup et je vais plutôt te rejoindre, Nizuka, je trouve que tu as bien résumé un petit peu les différents éléments sans spoiler du tout ce qui s'y passe. Et voilà, moi l'ambiance, j'ai trouvé ça très... alors fun, ça va être bizarre de dire ça, mais c'est vrai, c'était une lecture plaisante, fun, pour quelque chose d'un petit peu horrifique. Toute l'ambiance qu'il y a autour du parc, comme tu le dis, tous les petits bonus qui contribuent à vraiment t'immerger dans ce parc, dans l'atmosphère et tout, moi ça m'a vraiment emballé. Et pour le coup, j'ai passé un très très bon moment. Je suis contente que ce soit en 3 tomes annoncés. On sait où on va. On sait qu'en VO c'est bientôt fini, donc que voilà, ça devrait arriver rapidement en suivant. Et je trouve que les personnages sont intéressants, pas trop caricaturaux finalement, et toute la mythologie qu'il y a autour de ce parc qui est assez développée, tout en te laissant des petits mystères comme ça qui te donnent envie en fait de lire la suite. Donc, une très bonne mise en bouche qui n'est pas seulement introductive, parce qu'on a quand même quelques réponses et pas mal de choses qui se passent finalement. Donc, c'est un premier tome en tout cas que moi je recommande pour le coup. J'adore je veux la peluche Dani. Dani, c'est la petite peluche en diable rouge que vous voyez dans la vidéo. Elle est top. Les mascottes ont un rôle assez flippant dans ce comics. Petite question, tu faisais référence à Dante, alors c'est le nom de famille, j'ai oublié le prénom déjà. Ouais, Arthur. Arthur Dante. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'enfer de Dante dans le comics? Il est possible. D'accord, ok, ça fait partie des choses que tu n'as pas évoquées. C'est ça, il y a 2-3 choses, ce serait vraiment trop dommage de le révéler, ouais. Donc, il y a pas grand-chose qui est laissé au hasard, et justement, non, c'est tout. Ouais. D'accord, ok. Ok. Quelque chose que tu as lu ou que tu as envie de lire, toi, Julien, ça? Non, alors je l'ai pas lu. Alors effectivement, au vu du pitch, je pensais aussi à Zombieilenium, que j'avais lu le premier mode Zombieilenium à l'époque, il y a très 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 longtemps. Ouais, apparemment ça diffère quand même. Du coup, je jetterai un petit coup d'œil pour voir. Après, c'est vrai que moi les histoires d'horreur, c'est pas forcément ma came, mais pourquoi pas. En tout cas, si je me laisserai tenter par la lecture de ce premier tome pour voir un petit peu ce que ça donne, quoi. Je suis un peu pareil, ça m'intrigue un peu. Moi, je suis plutôt client de Ice Cream Man et de Silvercoin, qui sort chez Guiné Minin. Donc ça, je me dis pourquoi pas. Surtout que les retours, alors vos retours déjà donnent très envie, mais tous les retours qu'on peut en voir un petit peu à droite à gauche sont plutôt positifs sur ce titre. Donc quelque chose qui peut donner envie.
Moi, j'avoue que Joshua Williamson, j'ai lu que la toute fin de son Justice League avec le Justice League 75 qui débouche sur le Dark Crisis of Infinite Earths, qui m'a pas spécialement convaincu, mais il a plutôt une bonne presse, une bonne aura, et donc ça donne plutôt envie, en effet. Enfin, en tout cas, une chaude recommandation pour vous deux. Ouais. Ouais. On passe sur le dernier titre de cette émission, avec Ultimate Invasion. Un titre qui déjà m'a surpris par son auteur, parce que Jonathan Hickman, c'est un peu le destructeur de monde de 2016 chez Marvel, vu qu'il a pulvérisé le multivers Marvel en disant non, maintenant il n'y a plus qu'une seule Terre, et puis voilà, dans son Secret Wars. Et là, on le voit... Ça n'a pas duré très longtemps. Pardon ? Ça n'a pas duré très longtemps, la Terre unique. Oui. Oui, en effet. Surtout que Bendis, oui, peut-être à peine un an après, il relance le multivers avec Spider-Gwen. Tout le monde a relancé très rapidement. Mais voilà, en tout cas, depuis 2016, l'univers Ultimate tel qu'on le connaissait depuis le début des années 2000 n'existait plus. Et seuls deux personnages avaient réchappé à la purge, qui était le créateur, donc le Reed Richards devenu maléfique depuis Ultimatum dans cet univers Ultimate, et Miles Morales qui a été propulsé aussi sur la Terre 616. Ouais, grâce à un hamburger. C'est ça. Donc revoir Jonathan Hickman revenir sur un titre Ultimate est d'autant plus surprenant que la dernière utilisation du créateur, c'était Donny Cates dans Absolute Carnage, le bien nommé, parce que c'est quand même pas un titre formidable. Et là, c'est dans une série régulière Venom, juste pour rebondir. Ouais, mais la toute dernière utilisation, c'est si je dis pas de bêtises, c'est à la fin d'Ultimate. Ça va ensemble pour le Carnage et le run de Venom. Oui, le rôle du créateur dedans, c'est exactement la même histoire. Voilà. Enfin bref, toujours est-il que Donny Cates nous laisse en suspens avec le personnage du créateur qui ne correspond absolument pas à ce que Jonathan Hickman en fait. Et ça a été un point de désaccord quand on avait lu l'issue à l'époque, Julien, où moi de toute façon Jonathan Hickman, je ne suis pas objectif. Autant le dire tout de suite. Je suis un énorme fan de ce qu'il écrit. Et toi, ça t'avait laissé un petit peu plus circonspect. Oui, effectivement, parce que la situation finale dans laquelle on le voit dans le run de Venom, on se dit ok, qu'est-ce qui va se passer? Et là, on repart sur un truc complètement différent. Après, bon, je laisse les ellipses, etc. Et je me dis bon, il y a quelque chose qui s'est passé, peu importe, on verra. Peut-être que ça sera raconté, peut-être que ça sera pas raconté. Mais sur le coup, là, je me suis dit ouais, c'est un peu facile. Toujours est-il que ça va desservir pour les amoureux de continuité, pour le récit en lui-même, ça dessert pas tant que ça. Ce Evil Richards, ce sera plus facile de le nommer ainsi, est enfermé en prison au Raft, si je dis pas de bêtises, et cherche à s'évader. Et ouais, il est dans un bâtiment quelconque en fait. On s'en moque. C'est une prison de haute sécurité. Blackguard, un truc comme ça. Blackgate, peut-être. Blackguard. Bref, Blackguard, ok. Oh. Et donc, il arrive à mener une opération d'évasion. Et cette opération va le faire se confronter aux Illuminati. Donc, à savoir le Reed Richards de l'univers classique, Flèche Noire, Xavier, Black Panther et Doctor Strange. Et il va réussir à voler plusieurs éléments, aussi bien chez les mutants que chez les divers scientifiques de l'univers Marvel, pour retourner, en tout cas dans ce qui nous laisse à penser, dans son monde. Sauf que l'univers 1610, depuis Secret Wars, n'existe plus. Et on le voit créer un nouvel univers Ultimate. La fin de cette première issue, il empêche un personnage de devenir ce personnage iconique et chef de file en termes de vente chez Marvel. Et on va se retrouver du coup dans un univers Marvel complètement dévoyé. Le personnage qui porte l'armure dans cet univers 61-60 n'est pas Tony Stark, mais son père qui n'est pas mort dans un accident de voiture. Et plusieurs choses vont être modifiées comme ça pour nous amener une intrigue comme Jonathan Hickman aime les faire, intrigue plutôt à tiroir avec une dimension science-fiction et géopolitique plutôt intrigante et enthousiasmante. C'est une lecture un peu exigeante, comme à l'habitude d'écrire Hickman depuis plusieurs années, mais qui est plutôt satisfaisante parce qu'on aime se perdre dans ces nouvelles versions de personnages où on n'est pas forcément perdu par le scénario, mais par rapport à ce qu'on connaît de ces personnages. Quand on les voit,
mais attends, mais pourquoi c'est comme ça? Et ça laisse à poser plein de questions auxquelles il arrive à répondre petit à petit. Et en fait, le créateur a le pouvoir de aussi bien voyager dans cette dimension, mais dans le temps. Et il va modifier plein d'éléments qu'on conduit à la création de l'univers Marvel tel qu'on le connaît ou la création de l'univers Ultimate. Et le parti pris est très intéressant. Et pour une introduction de cet univers dont on a parlé en première partie d'émission en VO, c'est quelque chose de plutôt osé et que Hickman sait parfaitement gérer. Hickman, c'est un vrai bâtisseur d'univers. Il sait donner les codes à ses univers pour les donner aux autres. On l'a vu avec notamment tout ce qu'il a fait sur l'ère Krakoa. Même si ça a peut-être été un peu trop tiré sur la corde, il a bâti un nouveau statu quo pour les X-Men qui a su fonctionner. Sur ses Avengers co-conduit à Secret Wars, il a construit quelque chose de très dense aussi. Et là, il repart sur ce même postulat. Et c'est vraiment très agréable à lire, bien que ce soit un petit peu exigeant. Je trouve pas que ce soit si exigeant et si osé. Pour moi, il réunit plein de what if, en fait. Il va juste faire un what if, en fait. C'est un retour vers le futur avec des what if, en fait. La partie exigeante, je la vois plus sur la partie géopolitique avec tous les pays qui travaillent de. En fait, il va faire un conseil. Il va faire un conseil en mettant des émissaires sur les 4 coins du globe, quoi. C'est ça. Et moi, j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup pour pas grand-chose. Moi, au contraire, je trouve pas que ce soit hyper élaboré, hyper ingénieux. Je trouve que c'est assez classique. Il se dit je veux empêcher l'avènement des super-héros. Comment je peux faire? Regarde Retour à le futur, l'Allemagne a des sports et t'as compris. Et du coup, j'ai pas trouvé que c'était si brillant. Par contre, c'est bien exécuté. J'ai passé un bon moment de lecture. Et j'ai pas trouvé que c'était si exigeant ni si brillant. Par contre, très agréable à lire et un bon moyen d'introduire un nouvel univers. Moi, je vais être entre les deux dans le sens où je veux dire c'est compliqué pour pas grand-chose, entre guillemets. Tu vois, genre, c'est un peu compliqué, je trouve, à appréhender. Parce qu'il y a beaucoup de personnages avec lesquels il faut quand même être un minimum familier ou qu'on connaît pas forcément ou qui sont plus des seconds couteaux, qui sont pas toujours forcément mis en avant. Et au final, si tu essayes de résumer tout ça c'est assez simple en fait, ce qui s'y passe sans entrer dans les détails, quoi. En fait, je pense que le titre souffre d'une communication qui est sûrement pas la bonne aussi. Déjà, je pense que son titre n'a rien à voir avec ce qui s'y passe vraiment. On a l'impression qu'il va y avoir, et puis le premier épisode où on voit les Illuminati, on a l'impression qu'il va y avoir une grosse confrontation qui va amener à cet univers, alors pas du tout. Et en fait, c'est pas et à la lecture des titres Ultimate qui sont sortis, on voit bien que c'est une espèce de gros prologue qui va annoncer tout ce qu'on va avoir par la suite, et que certains personnages qui apparaissent là vont réapparaître ou pas et vont donner des pistes sur tout ça, sur une temporalité, sur plein de choses, mais finalement je trouve que la communication qui a été faite autour de ce titre est mensongère d'une certaine manière. Je pense que si on avait dit voilà c'est le épisode 0 de l'univers Ultimate, ça aurait été plus compréhensible, quoi, 0 et puis après son 0,5 avec le Ultimate Universe, mais ouais, c'est un prologue. En fait, c'est pas du tout. On pensait tous qu'on allait avoir la création de quelque chose, mais en fait, c'est pas amené comme ça. Et je pense que ça déconcerte. En tout cas, moi, ça m'avait déconcerté la première lecture. Et depuis, je l'ai relu un certain nombre de fois, justement pour bien resituer les enjeux de pouvoir qui sont effectivement assez simples. Parce que oui, le monde est divisé. Le monde n'est pas ce qui paraît. C'est des idées qui paraissent assez bateaux, hein, je suis d'accord sur le fond. C'est presque ce personnage qui joue le Candide. On se dit mais voilà, quand même, t'es dans le monde des affaires, tu devrais pas être aussi naïf sur la manière dont les choses fonctionnent au final, surtout dans les choses de haut pouvoir où finalement. Après, c'est plutôt expliqué ça, le pourquoi du comment. C'est que c'est son comparse qui gère justement toutes les affaires. Lui, il fait que créer. Oui, mais il n'empêche. Oui. Il a le droit de mettre le nez dedans un tout petit peu pour voir à quoi ça ressemble. Enfin bon. Il n'empêche qu'il peut pas être aussi candide que ça. On est d'accord. Mais effectivement, oui. Mais après, voilà, ça va permettre de créer effectivement un prologue, de créer des bases. Et après, le socle va s'élargir au fur et à mesure des séries. Et il y a quand même des informations importantes. Je t'en avais parlé vis-à-vis d'Ultimate Spider-Man, mais il y a une notion de temporalité qui est affichée dans ce tome et qu'on va suivre. Moi, ce qui m'a plus étonné sur le fait que ce soit Hickman au scénario, c'est Hickman, il a digéré ce qu'on lui avait fait sur les X-Men
pour reconduire un projet chez Marvel. C'est plutôt ça, je me suis dit, il est parti un petit peu pas content quand même des X-Men. Bah ouais, mais il est où son Substack? C'est où Two Worlds ou je sais pas quoi là. Et voilà pourquoi il revient à mon avis. Hein. C'est pas tout à fait ça. En fait, Hickman avait ce projet Gods, sa série cosmique et cosmogonique qu'il écrit depuis 6 mois maintenant. Et Marvel lui a dit d'accord, mais tu nous offres un nouvel univers qu'on va pouvoir exploiter. Et c'est revenu sur Gods au départ. Tu te souviens de son truc avec des lunes et des mondes là? Ça en est où? Ouais. Bah, c'était toujours en cours de publication aux États-Unis. Et uniquement sur Substack? Non, son Gods chez Marvel, c'est. Ce qu'il avait vu, ce qu'il avait promis avant chez Substack. Ouais, ah, c'est pas au courant. 3 mondes. C'est ça le truc. C'est qu'il y a des gens qui payent parce que c'est un Substack payant. Il y a des gens qui ont payé tous les mois pour son Substack pour avoir ses numéros et ils les ont pas eu. Parce qu'il les a pas fait. Et après, il revient chez Marvel, toc toc toc. Oui, je veux bien vous proposer un nouveau projet. Bon, voilà. Hein. Moi, je pense. Hein. Mais bon. Après, voilà, Marvel a besoin de talents comme Hickman à l'heure actuelle aussi parce que c'est un peu la fuite des talents chez Marvel, hein, malgré tout. Bien sûr, c'est pour ça que je te dis que Hickman, il en veut pas plus que ça parce qu'effectivement, c'est pas comme ça qu'il aurait fait visiblement l'Air Krakoa après Oxbox. Il l'a dit, enfin voilà. Oui, bah, il a écrit Inferno quand même, hein, mais effectivement après il s'est barré. Et visiblement, de toute façon, quand c'est ça quand même qui te paye principalement, tu reviens. Il fait quoi d'autre ailleurs? Bah, en Indé, c'est vrai qu'il Non, il a eu sa grosse série au long cours avec East of West. Bien sûr. Et il a même pas terminé Black Monday Murders. Je crois pas que ce soit terminé. C'était en cours, le dessinateur a repris, mais ouais, ça venait du dessinateur aussi, bah oui, autant pour moi. Non, mais j'aime beaucoup Hickman, mais je sais pas si... je pense que c'est quelqu'un qui a des visions très, très, très préconçues, et je sais pas s'il arrive aussi à travailler avec les autres, pour le coup. En tout cas, voilà, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a emballé, et je suis très curieux de lire son Ultimate Spider-Man, parce que on a enfin une proposition d'un Peter vieux avec des enfants. Ce qu'on devrait avoir, enfin ce qu'on aurait pu avoir s'il n'y avait pas eu One More Day. Et ou pas, je pense pas, mais j'ai réhabilité One More Day avec une relecture il y a très peu de temps. One More Day est très bien écrit. C'est la suite qui pêche énormément, mais One More Day est très très bien décrit. Mais voilà, on a une proposition d'un Peter qui a enfin évolué par rapport à l'univers classique. Donc ça, et puis en plus Hickman et Keketo. Le duo est très vendeur. Mais pour revenir sur ce prologue, moi j'ai été plutôt emballé. C'est une proposition qui diffère un petit peu chez Marvel et qui rebat un petit peu les cartes. Ça fait plaisir. Ça donne une touche de fraîcheur qu'on n'a plus depuis Oxbox en fait. Ouais, moi j'ai pas senti cette fraîcheur. Moi j'ai l'impression que plus que la création d'un univers, c'était une redéfinition. Tu rajoutes un 0 à 616 et t'as un nouvel univers avec des what if passés. C'est pour ça que pour moi j'ai pas du tout l'effet Oxbox où là j'avais pris ma claque. Parce que pour moi, ça bousculait clairement, ça mettait un coup de pied dans la fourmilière de Marvel et des X-Men en particulier. Là, alors oui, peut-être un nouvel univers Ultimate, je vais y aller parce que honnêtement, c'est un bon prologue qui définit bien l'univers. J'ai enchaîné avec Ultimate Universe, bon, qui est une introduction des Avengers, je pense. C'est pour ça qu'à mon avis, en VF, il introduira les Ultimates classiques, je pense. Par contre, il faudra que ça sorte avant Spider-Man ou X-Men, parce que sinon, il va y avoir un problème de concordance des temps. Parce que je vous le dis, moi, c'est à la fin d'Ultimate Universe où on nous explique clairement que dans l'univers de Inokuni, il y a la jeune fille Isako Ishiki qui s'est fait renverser, etc. Enfin, c'est là où on nous parle déjà, on nous fait un teasing des séries à suivre, en fait. En tout cas, voilà, c'est à suivre. Le kiosque sont prévus, de toute façon, déjà, Panini l'ont annoncé, c'est pour la fin de l'année, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça me paraît super tard, mais bon. Ça laisse le temps à Ultimate, au titre Ultimate de sortir, qui commence au mois de juin, si je dis pas de bêtises. C'est pour ça, je te disais que ce qui est un peu embêtant, c'est qu'Ultimate, c'est la dernière série qui est lancée, après Spider-Man, Black Panther et X-Men, et le Ultimate Universe, il est plus lié à Ultimate. Donc, je sais pas trop ce qu'ils ont fait au niveau de la sortie, et en VO et en VF. Hein. C'est ce souffle parce qu'il est important quand même, Ultimate Universe, pour ceux qui l'ont lu, moi je l'ai lu, il y a quand même des choses importantes dedans, quoi. C'est la continuité directe de Ultimate Invasion, en plus. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que, c'est pour ça que je dis que c'est un peu mensonger, parce que, au final, c'est pas une vraie mini où tu dis, voilà, t'as posé, parce que, comme tu l'as dit, l'Ultimate Universe est quand même assez indispensable pour la suite. Je sais pas. Il aurait pu lui mettre.
soit il aurait fallu le mettre avec cette Ultimate Invasion, ou alors il sera en prologue des Soft Ultimates. C'est prévu en prologue, a priori. Ah, ok, d'accord. Bon, bah, ok. Bah, voilà. Bah, du coup, ça se tient. Ça peut se tenir éditorialement parlant, du coup. Ouais, non, en fait, l'Ultimate Invasion, pour moi, tout seul, c'est très difficile à juger, en fait, parce que, comme vous l'avez dit, pour moi, c'est vraiment une introduction à ce nouvel univers qui va déboucher sur Ultimate Spider-Man, Ultimate Black Panther, Ultimate X-Men, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Et tout seul, je comprends que y en ait certains qui peuvent se dire, ouais, bon, ok, je suis un peu sur ma faim. C'est pas forcément un récit qui se tient tout seul, quoi. Ou en tout cas, c'est très introductif finalement. J'ai une question, parce que mine de rien, on voit bien qu'au départ, dans Ultimate Invasion, on parle de 616. On parle de 616, on est d'accord. Oui. On voit Xavier avec son casque, l'air Krakoa et tout. Oui. Vous pensez qu'il va y avoir des liens, du coup, entre l'univers 616 et 6160, du coup? De toute façon, il devrait y avoir des liens, puisque... Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a Fall of X qui arrive entre-temps et qui va rabattre complètement les cartes là avec la nouvelle proposition qui va être faite. Mais de toute façon, oui, il y a des liens vu qu'il utilise un portail Krakoan pour pouvoir aller dans l'univers 61-60. Mais ça veut dire que ça se trouve, t'as tous les autres auteurs dans l'univers Marvel, la continuité classique, qui fait t'en fais chier Hickman, on est obligé maintenant de prendre en compte son univers Ultimate. Ouais, mais on n'a pas beaucoup d'architectes chez Marvel qui apportent des choses. Alors oui, ça enfin, l'architecte, il te fait pas des plans sur toute une rue si les autres ils veulent construire une autre maison, tu vois. Enfin, je sais pas. Mais quoi, moi tel que je le vois, hein, c'est qu'effectivement à un moment donné il va y avoir l'univers 616 qui va pointer le bout de son nez, ça c'est obligé. Au cours d'un super event qu'il a déjà programmé lui dans son esprit. Moi je vois ça comme ça. Après, effectivement, vu ce qui va se passer côté X-Men et autres, je sais vraiment pas comment ça va se goupiller pour que ça soit cohérent, quoi. C'est un gros travail d'édition d'éditeur, pardon, pour dire, bah voilà, il faut que ça arrive à tel moment, etc. Donc, oui, je suis d'accord avec toi, il va brider d'une certaine manière tout ce que vont faire les autres pour que ça puisse, à un moment donné, correspondre à l'idée qui pouvait se faire de ce crossover. C'est évident. Ouais, mais est-ce que c'est pas un peu enfin en tout cas moi ce que je réclame depuis un petit moment, avoir une direction majeure où tout le monde va un petit peu dans la même direction pour reconstruire enfin un univers cohérent, parce que chez DC on en a déjà parlé, hein, ils ont 3-4 gros auteurs qui font un petit peu leur continuité chacun dans leur coin. Chez Marvel, il y a même pas du tout de continuité, oui, bah il se passe plein de choses, mais chacun dans leur coin, sans qu'il y ait vraiment de répercussions d'un événement, sans parler des events, mais d'un événement qui se passe dans une série, ça semble pas avoir beaucoup de répercussions ailleurs, quoi. C'est sûr. Mais là, c'est quand même une sacrée prise de risque, parce que du coup, tu fais une espèce de reboot dans un autre univers. Ouais, mais au vu de ce que je vois, ça a l'air de plutôt plaire, et c'est juste, ça a l'air d'être ce que le public demande aussi. D'avoir pas forcément le côté reboot, mais le côté univers cohérent. Mais du coup, après, on va avoir toutes les autres séries Ultimate, et puis dans 4 ans, on aura la même problématique, du coup. Ah bah, ce qui est possible, et c'est que ça revienne sur la même problématique que le premier univers Ultimate, où, bah, c'était une très bonne porte d'entrée pour un nouveau lectorat, mais au bout de 15 ans, il était devenu aussi complexe, que l'univers classique. Normal. Oui, de toute façon, tu rajoutes des couches aux couches, et forcément, tu complexifies les choses. Non, mais ça revient un petit peu à ce qu'on disait dans des missions précédentes, à savoir, est-ce qu'on réduit la voilure, est-ce qu'on réduit le nombre de séries pour faire un univers partagé mieux maîtrisé, avec quelques auteurs qui peut-être se parleraient, s'échangeraient des choses, etc. Ou alors, on continue comme ça. Mais comme tu dis, là, il y a quand même des volontés de soit faire des reboots, soit des autres univers, etc. Je suis d'accord, c'est assez prometteur, ça donne envie. Après, est-ce que ça va supplanter l'univers Marvel classique ou pas? Je pense pas. Est-ce qu'il y a des contraintes du coup de continuité que Ultimate doit prendre en compte la continuité classique et la continuité classique doit prendre en compte Ultimate? Je sais pas, mais en tout cas, c'est à voir, intriguant. Fall of X, en tout cas, sera déterminant, ça c'est sûr. La façon dont l'ère Krakoan va se terminer peut avoir un énorme impact sur l'univers Ultimate, qui pourra du coup peut-être continuer en solo pendant quelques années avant qu'il trouve une pirouette pour que les univers se parlent. En tout cas, voilà, univers à suivre. Les fans de Hickman comme moi, je pense qu'ils vont tous plutôt apprécier son écriture, parce qu'on retrouve tout de ses tics scénaristiques.
Et Brian Hitch, je suis un petit peu moins emballé par son dessin qui reste très cinématographique, mais qui n'évolue pas depuis 20 ans. J'ai eu l'impression de revoir les Ultimates des années 2000 en lisant cet épisode. En moins beau, quand même. C'était Oui. plus joli aux années 2000. Il y a une chose qui m'a amusé, c'est dans les Ultimates de Mark Millar, justement, avec déjà Hitch au dessin. Je sais pas si vous vous souvenez. C'est un petit peu la série qui va inspirer le MCU à faire ses Avengers. Effectivement, celui qui faisait Nick Fury, enfin, c'était clairement un portrait quasi copié-collé de Samuel L. Jackson, et du coup, il s'amusait à se demander, tiens, bah, si on était adapté au cinéma, tu verrais qui dans ton rôle en demandant à Nick Fury, de dire, ah bah moi, Samuel L. Jackson, ouais, d'accord. À un moment, il demande à Iron Man, du coup, à Stark. Il lui dit, je verrais bien Brad Pitt. Je sais pas si vous vous souvenez. Et finalement, c'était Robert Downey Jr. Bah, le Howard Stark, moi, j'ai vu Brad Pitt à chaque fois. Je sais pas si vous avez fait gaffe, là, dans Ultimate Invasion. Non? Moi, j'ai vu Brad Pitt avec les cheveux longs, une petite moustache. J'ai vraiment l'impression d'avoir vu Brad Pitt. Mais bon, après, c'est peut-être moi. Donc, voilà. Ça m'a rappelé un petit peu le Samuel L. Jackson il y a 20 ans. Ah, peut-être. Mais de toute façon, il y a des reprises de ces premiers épisodes. On en avait parlé il y a quelques temps, mais il y a une scène où Howard boit un gin tonic, je crois. On lui dit, mais il est 10h du matin. Il répond, pas sur tel endroit de la planète. Et c'est exactement la même réplique que Tony Stark dit à Pepper, si je dis pas de bêtises, dans le premier Ultimate des années 2000. Ouais. Il y a énormément de ponts qui se font, de petits clins d'œil, enfin de clins d'œil en tout cas, qui sont faits au premier univers Ultimate. Bah, donc avis mitigé du coup. Toi, Hisoka, pas plus emballé que ça? Si, c'est bien. Non, c'est bien. C'est que je trouvais pas ça si ingénieux et si original. Mais ça reste bien et efficace. Hein. C'est un très bon prologue d'un nouvel univers, mais incomplet. Bah oui, c'est un prologue. non, mais même, moi j'aurais peut-être rajouté Ultimate Universe. Oui, ça par contre, Panini restant fidèle à eux-mêmes, voilà. Il y a quelques logiques éditoriales qui nous échappent. Mais c'est ça, parce qu'à la fin d'Univers, on se dit, ah bah c'est, j'ai compris, maintenant je vais sur les séries régulières, individuelles. Et c'est pareil en VO aussi, hein. Je pense qu'ils ont fait que reprendre ce qui existe déjà en VO. Hein. Absolument. Après, oui, c'est vrai que là, pour le coup, le TPB-VO qui est vendu bien plus cher que la VF, qui est en cartonné, n'a pas non plus le Ultimate Invasion, et il est pas prévu pour les TP Ultimate X-Men ou Ultimate Black Panther. Donc à voir comment il sera introduit. Voilà, bah c'était la 3e émission d'Encré de Bulle. Il y a peut-être un petit peu d'actualité pour Léna et pour Julien sur vos chaînes respectives. Bah moi, à l'heure où vous écouterez cette émission, donc très bientôt, il y aura le replay du dernier attrapage donc, qui était consacré aux Gremlins qui sera disponible sur la chaîne. Et donc, vous pourrez voter pour le prochain rattrapage. Donc, ce sera soit entre GoldenEye ou le premier Mission Impossible. Donc, vous pourrez aller choisir l'un des deux. Voilà. Et puis, il y a un Comics Discovery qui est prévu mardi sur Love Everlasting, donc encore du Tom King. Et voilà, c'est tout pour les prochaines actualités. Et toi, Julien? Bah moi, sur ma chaîne, des lives tous les 15 jours. Hein. Prochain live qui sera sûrement avec invité. Je vais voir pour faire ça. Et puis réinviter aussi notre ami le Doc de la Case, hein, qui je pense qu'il n'a pas pu avoir meilleure excuse qu'une crise d'appendicite et une opération pour rater le live. Oh là là, ce petit joueur. Donc ouais, ça c'était quand j'ai vu son message, je me dis ah ouais mince. Il aurait pu streamer de l'hôpital quand même, hein. C'est je ça. ne comprends pas ce manque d'effort. Moi. Ouais. On est trop long dans ce monde. Ouais, c'est ça. Voilà, pas du tout. Sinon, si je me décide à tourner, il y aura peut-être 2 nouvelles vidéos sur ma chaîne outre les lives, mais c'est vrai que si j'ai une idée, l'exécution n'est pas encore faite. Ça, on peut me retrouver tous les lundis. Alors là aussi, une fois sur 2 dans les lectures des Déviants le lundi, et aussi dans l'apéro BD quand j'ai un truc à dire sur les apéros BD. Voilà. Ça peut m'arriver. Ou quelque chose à boire. C'est ça. Toi, Hisoka, pas encore de chaîne YouTube, même si j'ai cru comprendre que c'est quelque chose auquel tu réfléchis un petit peu.
Bah oui, ça me travaille un petit peu, notamment parce que je lis énormément de single issues chaque semaine, et notamment des issues qui sont pas forcément traités dans l'émission, j'aimerais en parler très rapidement, ouais, voilà, pour dire ce que j'ai en ce moment, donc ce que vous allez lire en VF pour ceux qui lisent pas de VO dans quelques mois, voire 1 ou 2 ans, et voilà, dire ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, pour voir s'il y a des gens qui s'identifient à mes goûts ou pas, et qui peuvent s'y fier. Donc ouais, c'est en réflexion, c'est en élaboration, et dès que j'en sais un peu plus, de toute façon, je vous en ferai part, évidemment. Si ça va aussi vite que d'Encre et de Bulles, d'ici 1 an et demi à peu près, on devrait pouvoir trouver vite. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis pas bien pressé à l'âge que j'ai maintenant. Et on l'appelle l'âge canonix dans le milieu. Pour ma part, tous les lundis sur la chaîne de Deviant Prod, pour les lundis des Deviant, avec du coup 1 semaine sur 2 Julien, 1 semaine sur 2 Comics du Prof. Et puis maintenant, tous les mercredis, vous trouvez votre épisode d'Encre et de Bulles avec soit la partie news une semaine, soit la partie review l'autre semaine. Et voilà. En attendant, vous pouvez déjà vous abonner à la chaîne et commenter. Ça nous fait déjà très plaisir de voir vos commentaires. Même quand ils sont négatifs, ça nous permet de prendre en compte les améliorations à donner. Vous abonner si c'est pas fait, ça nous fait toujours plaisir aussi. Et nous écouter si vous voulez pas regarder sur YouTube, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou tous les autres agrégateurs de podcasts. Donc on se retrouve la semaine prochaine, et si vous le voulez. Et puis en attendant, bonne semaine. Bye tout le monde. Ciao. Salut tout le monde.